Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est un miracle que je sois là parce que en fait j'étais malade depuis 2 jours. J'ai pas voulu annuler le cours. J'ai annulé un cours ce matin, mais le cours de ce soir c'est important. Donc c'est marqué dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, qui est paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov mi Beersheva, il est sorti Yaakov de Beersheva. Vayelech Harana, il a été vers Haran. Vayivga Bamakom, et il a rencontré, trébuché, il a atteint, c'est un mot qui est difficile à traduire, Bamakom, dans l'endroit. Vayalen Sham, il a dormi là-bas, qui va à Shemesh, parce que le soleil est arrivé. Sous-entendu qu'il était obligé de dormir parce que la nuit est tombée, d'un seul coup, paf. C'est qu'Hachem, il voulait qu'il dorme là-bas, donc il a fait tomber la nuit de manière soudaine. Vaikar me avne Amakom, il a pris des pierres de l'endroit. Donc en fait, il a pris plusieurs pierres, d'accord, mais Rachid explique que les pierres se sont réunies en une seule pierre, il a dormi là-bas, il a pris 12 pierres, c'est les 12 tribus, ça en a fait qu'une. Vayasem et Rachotav, il a mis sous sa tête. Vayeshkav Bamakomaou, et il a dormi à cet endroit-là. Donc ici, 3 fois, dans 2 psukim, on a employé le mot makom. Le mot makom, il veut dire l'endroit, il veut dire le lieu. On va voir que c'est une notion très très riche. Et j'espère être à la hauteur parce que j'ai relu tout à l'heure le cours. J'arrive pas à croire comment, intellectuellement, j'ai pu faire un truc aussi long en 1h30. Je sais pas, je vous fais confiance. Je vais être jeune à l'époque. Bon, en tout cas, pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un mot singulier, mais qu'il a une lecture plurielle. Alors, je vais essayer de traduire ça. Le mot makom, il veut dire a priori, encore une fois, le lieu, d'accord? Eze makom, d'accord? On parle d'un lieu. Maintenant, par exemple, le Bet Amikdash, il s'appelle makom, c'est-à-dire le temple qui était, en fin de compte, le lien de contact entre Hachem et l'homme. C'est comme s'il y a la réalité, d'accord? Et puis à un moment dans la réalité, il y a une faille, et cette faille-là, elle donne un lien de passage, lieu de passage entre le monde spirituel 100% et le monde matériel. Et là, il y a le Bet Amikdash. C'est pour ça que c'est un endroit où il y avait des miracles, 10 miracles par jour. C'est là où on voyait des choses incroyables. C'est là où il y avait la rencontre avec Hachem. C'est là que le Kohen Gadol, il devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Vous savez que le temple, il est divisé en différentes parties. Et qu'il y a la Hazara, il y avait la cour. Après, il y avait la cour des Kohanim. Après, il y avait le Kodesh, l'endroit saint. Et après, il y avait le Saint des Saints. Le Saint des Saints, il n'y avait que le Kohen Gadol qui devait rentrer une fois par an dedans. D'accord? Maintenant, le Kohen Gadol, c'est le Kohen qui a été élu le plus tzaddik, le plus juste de tous les Kohanim. Les Kohanim, ils sont censés avoir un niveau plus haut que les Lévi'im. Les Lévi'im sont censés avoir un niveau plus haut que les Israël. Donc, le Kohen Gadol, il devient le plus grand de tous les bénis Israël. Maintenant, le plus grand de tous les bénis Israël, il va rentrer une fois par an dans le Saint des Saints, oui, pour avoir un contact avec Hachem. Parce que là-bas, il va prier pour le peuple d'Israël. Maintenant, le passouk, il est un peu bizarre, parce qu'il dit « Ki en sham Adam », parce qu'il n'y a pas là-bas d'homme. Sous-entendu, le jour de Kippour, il n'y a pas un homme qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Alors la Gemara, elle dit « Aval yesh ha-Kohen ». Le Kohen, il rentre. La Gemara, elle dit « C'est pas un homme ». C'est-à-dire que le Kohen, il s'est tellement dématérialisé, il s'est tellement sanctifié, il s'est tellement purifié, il s'est tellement élevé, qu'il va rentrer. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment le point de contact, maintenant vous avez l'habitude avec les films de science-fiction, d'accord, les espèces de passages comme ça entre les mondes, ouais, grâce au Rav Potter et tout ça, vous comprenez un peu de quoi je parle? Ah, lui aussi il arrive beaucoup, d'accord. Mais en vérité, c'est un peu une image que qu'il y a un monde d'un côté et un monde de l'autre côté. Maintenant, ce monde de l'autre côté, il est entièrement spirituel. Le monde de l'autre côté, il est matériel. Maintenant, comment quelqu'un il peut venir du monde matériel et avoir un accès au monde spirituel? Alors, il faut qu'il soit dématérialisé. C'est pour ça qu'il doit être Kadosh. Parce que Kadosh, on l'a expliqué à peu près 102 852 fois dans ce cours, que Kadosh, ça veut dire Mouvdal Mina Chomer, séparé de la matière. Maintenant, Hachem, il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc, quelqu'un qui va se rapprocher d'Hachem, à un niveau pareil, il faut qu'il soit très, très Kadosh. Pour dire qu'à la limite, il n'est pas humain. C'est pas très grave. Vous suivez l'idée? D'accord? Donc maintenant, et ça, cet endroit-là, cette espèce de porte-là,
intersidéral, d'accord, entre la spiritualité, un peu comme au bout de l'univers. Vous savez, il y a la théorie des trous noirs. Vous avez entendu parler de ça, non? Oui, non? Il faut sortez un petit peu, d'accord? Donc, les trous noirs, c'est qu'au bout de l'univers, de l'autre côté, il y a l'antimatière. C'est-à-dire qu'ici, là-bas, la matière, elle implose. Ici, elle explose. D'accord? Tout est à l'envers. C'est une physique à l'envers. Donc, imagine que la dimension spirituelle du monde matériel, que quand tu vas dire de l'autre côté, il y a quoi? Il y a comme il y a Yerushalayim Shel Ma'ala, Yerushalayim Shel Mata. C'est comme si on disait, il y a l'endroit ici, il y a la rue Ambroise Thomas, physique, il y a la même rue Ambroise Thomas, il y a la même synagogue en haut en spirituel. La même, d'accord? Et en fait, c'est celle d'en haut qui influence celle d'en bas. C'est pour ça qu'on dit, quand il y a des guerres entre les anges qui représentent chaque peuple, ensuite c'est matérialisé dans la guerre qui se passe en bas entre les peuples. C'est-à-dire que le monde existe en double. D'accord? En monde spirituel et en monde matériel. Maintenant, le point de jonction entre ces deux mondes, eh ben, c'est soit la prophétie, pour les gens qui ont la capacité de prendre l'ascenseur. Je ne parle pas des gens qui ont des ascenseurs chimiques. Ouais. Je vais devenir un shawarma, là. Essayez d'éteindre le chauffage, là. Si quelqu'un peut appuyer, là. Parce qu'il y a un des boutons qui sert... Non, un qui éteint pas la lumière, mais qui éteint le chauffage. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, si vous voyez que je suis bronzé que d'un côté, bon... c'est pas grave, si quelqu'un peut amener la sauce. Alors, donc ce qui est marqué ici, c'est marqué que le Bet Amikdash, oui, c'est le Makom, c'est-à-dire le lien qui permet le passage, entre guillemets, d'Hachem à l'homme. C'est pour ça que c'est marqué, d'ailleurs c'est pourquoi ça que c'est l'endroit le plus saint du monde. J'étais à Yerushalayim ce Shabbat, dans une bar mitzvah, au-dessus du Kotel. Et je regardais, parce qu'il y avait une vue incroyable, les deux mosquées, tu vois toutes les églises autour, l'église rouge, l'église russe, là-bas, l'église Baba, l'église le truc de Bethléem, les Arméniens, les musulmans, les trucs. Je dis, mais on était bien, pourquoi ils sont tous venus? C'est quoi l'idée? Ils avaient qu'à faire un truc extraordinaire, je ne sais pas, en Arabie Saoudite, un truc extraordinaire au Vatican, tu n'avais pas besoin de tous venir là-bas. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde sait que la racine de la sainteté, c'est là-bas. C'est vrai qu'il y a l'intérêt de vouloir la laisser internationale et pas de la partie. Moi, je ne parle pas de politique, je parle rien que du phénomène bizarre que comme s'il y avait un aimant à spiritualité et que tout le monde pensait que ça se passait là-bas. Même si tu penses que les gens qui sont là-bas, ils doivent tous mourir, ouais, accessoirement c'est nous, ouais, mais, bon qu'ils essayent, mais ils n'arrivent pas depuis plus de 2000 ans, mais quand même ils savent que ça se passe là-bas. C'est bizarre, comme si la conscience inconsciente du monde, elle sait que le centre de la spiritualité c'est là-bas. Après, tu vas remettre en cause, tu dis que les rabbins, ils ont tout écrit, que c'est inventé, que les feuilles, c'est des usurpateurs. Ok, mais alors pourquoi tu vas là-bas si tu penses que c'est faux? Donc tu sais que c'est là-bas. Mais ça te dérange que ce soit eux qui soient là-bas. C'est dérangeant. Mais en tout cas, c'est bien que tu vois que la puissance de l'aimant, elle est tellement forte que tu ne peux pas la nier. C'est comme s'il y a du vent. Tu dis pas il n'y a pas de vent, tu dis il y a du vent. La preuve, dans le pays, tout le monde a le nez qui tend de ce côté, d'accord? Mais parce qu'il y a du vent, c'est une réalité. Comme le vent, c'est une réalité, la mer, c'est une réalité, et bien au fond, à Yerushalayim, la spiritualité, c'est une réalité. C'est pas du folklore, de l'ambiance, c'est pas qu'on va tous crier ensemble pour faire du bruit. Non, il y a une réalité physique de spiritualité. D'ailleurs, vous savez que Jérusalem, c'est la seule ville au monde où il y a un syndrome de la ville. Vous savez ça? Ça non plus. À l'hôpital Hadassah, il y a un secteur psychiatrique pour gérer les gens qui sont atteints du syndrome de Jérusalem. C'est des gens, ils viennent de Thaïlande, d'Afrique, d'Amérique, des juifs, pas juifs. Ils viennent, ils arrivent devant le Kotel, ils pètent un câble. Tang. Ils se prennent pour Mashiach, ils voient la lumière. C'est spécial. Pourquoi? Et après, ils se font interner, ils prennent des médicaments et tout. Hein. Tu dirais, bon, ça arrive une fois, c'est un mytho. Ouais, mais quand c'est des centaines, c'est bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un niveau de spiritualité qui est tellement puissant que si la personne n'a pas les fusibles pour pouvoir absorber ce choc spirituel, elle pète un câble. D'accord? Mais tu vas devant la muraille de Chine, bon, c'est impressionnant, mais tu ne deviens pas fou. Ouais. Tu vas devant les pyramides, Versailles, tu ne perds pas la tête, bien que le propriétaire lui-même... Bon, d'accord, mais c'est ça l'idée, d'accord? Que la personne, au fond, elle voit, elle sent, parce qu'elle voit, c'est compliqué, mais elle sent qu'il se passe quelque chose de très très fort
à cet endroit-là, et qu'après, il s'agit seulement de réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc ici, ah là là, quel Yetzirah. C'est la connexion qui délire. Donc ici, c'est marqué qu'une des notions de Makom, c'est le temple. C'est le Beth Amikdash. Deuxième notion de Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il s'appelle Amakom. Amakom Baruch Hu. D'accord? Le Makom. Une autre notion de Makom, après on va voir après ça, mais Rachid explique, par exemple, c'est marqué Ve'aya Makom Asher Yifra Hachem Eshachen Bosham, et l'endroit dans lequel Hachem décidera de résider là-bas. Kol Amakol Asher Iskir Et Shemi Avo Uberarticha. Tout endroit où tu mentionneras mon nom, je viendrai, je te bénirai. Ça veut dire qu'il y a une notion que la bénédiction qu'Hachem va apporter, et c'est quoi la bénédiction? C'est le shefa, c'est-à-dire l'influence positive de réalisation qui va arriver à quelqu'un à un certain endroit par rapport à la conscience du divin. C'est la bénédiction. Maintenant, la bénédiction, elle marche toujours à deux plans. Quand toi, tu crois dans le magasin, et le magasin, il a un bon mazal, d'accord? Quand toi, tu crois en ton produit, et tu mérites aussi de gagner de l'argent avec. Maintenant, tu peux avoir un produit de folie, mais comme toi, tu n'as pas confiance en toi, il ne se passe rien. Donc, tu n'as pas créé le pont de la bracha. Ouais, tu peux avoir un mari de folie, et toi, tu es une shunfa. Ça ne marche pas, d'accord? Ou toi, tu peux avoir une femme extraordinaire, mais comme toi, tu es complexé ou orgueilleux, tu détruis, tu fais pas le câblage qu'il faudrait pour que la bénédiction, elle vienne. Alors, il n'y a pas la bracha, il y a les nerfs, les stress, les enfants, ils disent un truc, tout est difficile, tout est lourd, tout est fatigant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le tuyau de la bracha. Maintenant, le tuyau de la bénédiction, c'est le makom que tu as créé pour que les choses se fassent. Facile à comprendre? D'accord? Après, il y a la notion la plus facile à comprendre, c'est le lieu géographique. D'accord? Comme par exemple ici, on est au 6 rue Ambroise Thomas. C'est un endroit. Vous allez sur le plan de Paris, vous tapez sur le Waze, vous arrivez quelque part au cadastre, l'endroit il existe. Maintenant cet endroit-là, aujourd'hui c'est une synagogue, mais peut-être il y a 1000 ans c'était un marécage ou une forêt. Maintenant, quand on a créé cette synagogue, on a utilisé un endroit au niveau latitude et longitude, mais l'endroit existait avant que la synagogue existe. C'est clair pour vous, d'accord? Le makom, le lieu, c'est aussi le lieu psychologique. Le lieu psychologique, ça veut dire que, par exemple, quand un enfant a un problème dans une famille, ou qu'il y a par exemple, toujours je donne cet exemple parce qu'il est facile à comprendre, s'il y a une famille qui a trois enfants, et le deuxième est handicapé, donc toute la famille s'est concentrée sur le deuxième, parce qu'il faut l'aider, parce qu'il y a des soins, parce qu'il est toujours en train de souffrir, il a une maladie grave. Maintenant, c'est vrai, on s'est bien occupé du deuxième. Du coup, le troisième, il a grandi à l'ombre du deuxième. Donc, il est complexé, il est mal dans sa peau, il est en échec scolaire, il se mange les ongles, il fait pipi au lit à 28 ans. Alors, on l'envoie chez les rabbinim, on l'envoie chez les psychologues, on l'envoie chez les marabouts. On ne trouve pas de solution. Pas n'importe quel marabout, bien sûr, les marabouts, Maasecha Hashem, d'accord? Et on ne trouve pas de solution. Et quand on va voir les psychologues ou les rabbinim intelligents, ils disent Ayeled azé lo ayalo amakom shelo. Cet enfant n'a pas eu sa place. Alors tu dis, je ne comprends pas. Il a une chambre à lui, il a une place à côté de moi à table, sur le canapé, personne ne lui prend sa place devant la télé. Donc il a son makom. Il dit oui, mais dans votre cœur, il n'avait pas sa place. Parce que votre cœur, il était tellement rempli par le problème du deuxième que lui, il n'a pas eu son espace. C'est-à-dire que l'espace psychologique de développement de l'enfant, c'est l'espace que tu crées dans ton cœur. Maintenant, si tu ne le vois pas, ou si tu n'as pas la tête, ou si tu es entièrement pris par ton travail et tu ne t'occupes pas de ta famille, ou tu es occupé entièrement par tes enfants et tu ne vois pas ton mari, il y a des femmes comme ça. Quand elles deviennent maman, elles perdent leur statut d'épouse. Genre, toi, tu as donné ta part, maintenant tu dégages, tu t'éloignes, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ouais. Bah écoute, je ne suis pas un étalon, c'est pas grave. Ouais. T'as qu'à congeler le reste, on verra si on a besoin plus tard. Mais non, il y a des gens comme ça. Il m'appelle, il me dit, écoutez, ma femme ne veut plus que je la touche, c'est très difficile, on n'a plus de vie intime. Et elle ne comprend pas, elle dit, mais je ne comprends pas, ça y est, je suis une maman, il faut me laisser tranquille, il ne faut pas me saouler, je ne suis pas obligé de subir.
Il dit, mais je croyais que vous vous aimiez, moi. Ouais, mais j'aime le chocolat, et alors je dors pas avec. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Bon, j'exagère, mais tout le monde sait que la réalité est bien pire. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le makom, l'espace psychologique que tu as créé pour que l'enfant existe. Donc cet enfant-là, réellement, il existe, d'accord, réellement, mais il n'existe qu'en fonction de l'espace que tu lui crées en toi pour qu'il existe. Ça va? Je sais que ça a l'air débile comme ça, mais si vous réfléchissez bien, en vérité, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est comme dans un couple. Dans un couple, il y a un homme et une femme. Jusque-là, ça va? Je vais pas trop vite? Oui. Eh bien, la femme n'existe pas parce qu'elle est à la maison. Elle n'existe pas parce qu'elle a le même nom que toi. Elle n'existe pas parce que tu la nourris. Elle existe parce qu'elle a une place dans ton cœur. Maintenant, si toi, tu ne fais pas cette place, elle n'existe pas. C'est facile à comprendre. Et le mari, c'est pareil. Maintenant, la place qu'on donne à la femme, ça s'appelle l'amour. Et la place qu'on donne au mari, ça s'appelle le kavod. Maintenant, quand tu ne fais pas du kavod à ton mari, il se sent inexistant. Et quand tu ne montres pas à une femme que tu l'aimes, elle se sent inexistante. Parce que le combustible de la fusée féminine, c'est les sentiments. Et le combustible de la fusée masculine, c'est le respect. C'est comme ça. C'est pour ça que quand tu veux casser une femme, tu lui dis « je t'aime plus ». Et quand tu veux casser un mari, tu lui dis « t'es un pauvre type ». Mais si tu dis au mari « je t'aime plus », il ne te croit pas. Et si tu dis à la femme « t'es nul », elle dit « mais tu me l'as déjà dit ça ». Ah oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la femme existe, il faut que la personne, elle fasse un espace pour elle à l'intérieur. Le problème, c'est que pour faire de l'espace pour l'autre en soi, il faut enlever un peu de soi. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand on est habitué à vivre tout seul, par soi, pour soi, vers soi, par rapport à soi, dans le but de soi, avec une cravate en soi et de l'imperture sur soi, il ne reste pas tellement de place pour l'autre. Une fois, il y a un élève qui est venu voir un Rav, il a dit « Ah Rav, j'ai été très sensible à ce qui s'est passé chez mon copain. » Alors son copain, le Rav, il a dit « Je suis content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. » Ben, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas compter jusqu'à 2. Ils vont laisser l'autre crever, souffrir. Ils vont toujours penser que c'est de sa faute. Ils n'ont aucune obligation. Ils sont là que pour profiter, que user, que utiliser. C'est eux qui font l'adultère, mais ils disent à l'autre que c'est de leur faute, que c'est de sa faute. Ouais. Ils rendent malade, mais il dit à l'autre parce que tu es trop sensible, mais c'est eux qui rendent malade. C'est comme si tu frappes quelqu'un, il te dit pourquoi tu as des bleus, tu as une peau fragile, mais tu me frappes. Ouais. Ils n'ont jamais de relation. Ils disent comment ça se fait que tu es stérile, pourquoi tu n'as pas d'enfant? On n'a pas de relation. Oui, mais tu as un problème. Alors va voir un gynéco parce que c'est pas normal qu'on n'a pas de bébé. Mais mon amour, tu me touches pas. Non, j'ai eu des cas comme ça aussi. Ça va? On n'entend pas bien, mais bon. Ah bon? C'est le micro qui est fatigué ou quoi? Et là, c'est mieux, là? Quoi, depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien? Donc ça veut dire quoi? Là, c'est mieux quand même. Je vais avoir un torticolis. Alors, donc ici, le makom, c'est le makom psychologique, c'est-à-dire l'espace que j'ai créé dans mon psychique pour que l'autre existe. Il y a aussi le makom intellectuel, le lieu intellectuel. Par exemple, quand vous lisez un texte, l'auteur, il a mis un certain nombre de lettres. Les lettres, ils forment un texte. Le texte, il forme un sens. Quand vous changez le texte, ça change le sens. Ça va? Et si vous allez dire, non mais là, il est parti dans les grandes banalités. Mais non, parce que tu vois bien, par exemple, que les gens, ils vont te dire un autre sens sur le même texte, bien que c'est toi qui l'as écrit. Mais tu dis, ils vont t'expliquer ce que tu as voulu dire. C'est compliqué, d'accord? Après, tu as les gens qui te donnent le sens, mais hors contexte. Mais hors contexte, c'est pas le sens, puisqu'il manque le contexte. D'ailleurs, la preuve, quand on enlève le texte, il reste le... D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que le texte, lui-même, il contient son sens. Ça veut dire que le texte, il est le lieu du sens. Pour ça que quand tu vas dire un truc qui n'est pas dans le texte, on dit en français, il n'y a pas lieu de penser. Donc le texte, il devient le lieu de penser. Comme si toi, tu penses à quelque chose, sur quelqu'un, on te dit, écoute, cette personne-là, c'est pas possible que tu parles d'elle, parce qu'elle, je la connais très bien, et c'est pas du tout son style. Tu dis, écoute, moi je pense ce que je pense, ou genre, je vois les faits, je vois les... Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça veut dire que si toi, par exemple, tu juges mal la personne, la question, c'est pas de savoir si la personne est bien ou mal. La question de savoir pourquoi toi, tu as un terrain psychologique à juger mal l'autre.
Et ça s'appelle le makom. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans la maladie, toujours j'ai répété 1 million de fois, ce qui est dangereux, c'est pas la maladie. La maladie, c'est le symptôme. Mais la gravité, c'est le terrain. Moi, par exemple, je suis tombé malade. Je sais pourquoi je suis tombé malade, parce que j'étais fatigué. Pour rien d'autre, c'est tout. Quand tu es fatigué, ton corps, il devient poreux pour recevoir le virus. Maintenant, si tu es en pleine forme, eh ben le virus, il rebondit sur une plaque de titane. Et si tu es fatigué, il rentre. Parce que yesh makom, il y a de la place pour ça. Encore cet après-midi, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui a reconnu qu'il a été voir ailleurs. Oui. Je lui ai dit simplement. Je lui ai dit, mais quand les 2 mains elles sont collées comme ça, très 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 fort, est-ce qu'on peut mettre une 3e main? Il m'a dit non. Alors je dis, la question, c'est pas comment ça se fait que tu as fait ça. C'est pas comment ça se fait que votre mari il a fait ça. C'est comment ça se fait qu'il y avait de la place entre vous deux pour mettre une 3e personne. Donc ça veut dire que votre terrain de couple, il était assez fragile ou assez vide, ou un lit assez grand pour mettre 3 personnes dedans. C'est pour ça qu'il faut acheter un lit de 80, comme ça vous êtes bien serrés. Mais il y a des gens, ils prennent king size. Il y a de la place. Des fois, ils viennent, il est encore là, l'autre. Tu te dis, attends, mais il faut au moins créer un ordre des priorités. Mais cette logique-là, c'est qu'en fait, maintenant qu'on crée un espace pour le bien, pour rendre possible la chose, ou qu'on crée un espace pour le mal, qui rend possible le mal, encore une fois, parce qu'il ne peut pas arriver quelque chose s'il n'y a pas d'espace pour le mettre. Tu ne peux pas faire rentrer un truc de 40 cm dans un trou de 1 cm. Comment tu vas le faire rentrer à coup de marteau? Tu ne peux pas faire rentrer une idée large dans un esprit obtus. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas faire rentrer un projet de liberté chez quelqu'un qui pense qu'il est condamné à rester malheureux toute sa vie. C'est impossible. Donc tu vois que le makom psychologique, le makom intellectuel, le makom spirituel aussi, c'est pareil. Des gens, ils m'appellent, Rav Chetri, je vous en prie, avec votre charisme, avec votre douceur, avec votre intelligence, avec votre rigolade, avec votre sympathie, avec votre amour. Je dis, oh, c'est bon, ça va, c'est bon. Il me dit, voilà, il est avec une Goya, il a tout lâché, il mange du porc que le jour de Kippour. Est-ce que vous pourriez l'aider? Je dis, mais écoutez, moi, je veux bien parler, mais je ne peux pas parler à un tuyau rempli de ciment sec. Parce que des fois, tu installes tout le système de plomberie. Après, la personne, elle fabrique un ciment extrêmement liquide. Et après, elle le fait couler bien dans toute la tuyauterie. Et après, elle attend que ça sèche. Et quand c'est sec, elle ouvre l'eau. Je dis, mais le gars, il est bouché. Il est bouché. Il n'y a rien qui passe. Toi, tu crois qu'il est déterminé. En fait, il est brêle. Toi, tu crois qu'il est déterminé. En fait, il est entêté. Toi, tu crois qu'il est déterminé. En fait, il a un blocage des cervicales. Donc, il a une incapacité à se tourner physiquement et à se remettre en cause intellectuellement. Donc, il regarde que par devant. Alors, qu'est-ce que tu veux, un miracle? Donc, s'il n'y a pas un terrain d'écoute, les gens me disent, Rav Chetri, il veut lui parler, il veut lui truquer, la drogue, il a de la Torah? Non. Bon, il a des valeurs? Non. Il a des principes? Non. Il a un cerveau? Non. Je dis, qu'est-ce que je veux que je fasse, moi? Le Kaddish? Il faut un terrain, il faut une accroche, il faut quelque chose. Rien. Laissez-moi tranquille, ça me saoule, ça prend la tête, j'ai pas envie. De toute façon, la religion, c'est de la truc. Je dis, même sans kippa, tu veux parler en philosophie, en psychologie, en chorégraphie, ce que tu veux. Ça ne me dérange pas le langage. Mais il faut qu'il y ait un espace où l'idée, elle va rentrer et elle va faire un travail à l'intérieur. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu ne peux pas fabriquer le terrain plus l'argumentaire qui va rentrer dans le terrain. Il faut que le terrain il soit prêt à l'intérieur. Maintenant, des fois, le terrain, il est fait parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un appartement, après, ils creusent la montagne, ils font un deuxième, après, ils le murent. Vous me suivez, ça? Ouais. Après, ils posent le permis, ils demandent le permis, ils viennent, ils visitent, ils voient qu'il y a 100 mètres carrés, après, ils se barrent. Et après, le mec, il casse les murs, il a 800 mètres carrés. Donc, il y a des gens comme ça qui ont des appartements cachés en dessous. Ça s'appelle des grands potentiels. Mais des fois, ils les ont tellement planqués que même eux, ils ne savent plus où ils sont. Ça s'appelle les frustrés. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de fabriquer un monde intérieur très, très riche, très intense. Mais il ne faut pas que ce monde intérieur il soit trop éloigné du monde extérieur. Sinon, ça s'appelle l'hypocrisie. Et un peu plus, ça s'appelle la schizophrénie. Parce qu'il y a trop de distance entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Donc il faut que tu fabriques un monde intérieur
très très puissant, très construit, mais il faut que tu fasses toutes les passerelles entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Donc il faut que tu aies des amis qui soient en cohérence avec ton monde intérieur, il faut que tu aies une relation avec la réalité qui soit en cohérence avec ça, il faut que tu aies une religion, un niveau de religion qui soit en cohérence avec ton intériorité, il faut que tu aies un niveau d'honnêteté dans ton business qui soit cohérent avec ta droiture de cœur, ben sinon tu vas vivre de vie. Et c'est dangereux. Après, tu dis oui, je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui, personne au fond ne me connaît, on ne connaît pas mes vraies valeurs. Ouais, je suis un poète caché. Tu n'es pas un poète caché. Tu es un poète. C'est les petits poètes. Ah, ça dégaze ce soir. D'accord. Mais, donc, si vous comprenez ça, donc, le mot Makom, maintenant, on a un souci, c'est que le mot Makom, il est devenu pluriel. Donc, je vous rappelle, le lieu géographique, le lieu psychologique, le lieu intellectuel, le lieu spirituel, le Beth Amikdash, Eretz Israël aussi, il s'appelle Makom, Hachem, il s'appelle Makom, ça fait beaucoup de Makom. D'accord? Alors, Baruch Hachem, qu'on a des Chachamim extraordinaires, un Rav s'appelle Rav Moshe Shapira, Zichrono Libracha, parce qu'il nous a quittés l'année dernière, et il a dit le Yesod, il a dit le fondement, et avec ça, vous allez tout comprendre, c'est-à-dire la moitié de ce cours et les 3/4 de votre vie. Écoutez bien. Le mot Makom, Makom, ça s'écrit Mem, Kouf, Vav, Mem. Maintenant, dans Koum, il y a lève-toi. Mais dans Koum, il y a Kayam. D'accord? Kayam, c'est ce qui est, c'est ce qui reste, c'est ce qui résiste. Maintenant, Makom, c'est Mekayem. Mekayem, c'est ce qui rend Kayam. C'est ce qui rend durable. Parce que quelque chose qui existe, quand on l'aide à continuer, ça s'appelle durable. D'accord? Maintenant, puisque Makom, ça vient de Mekayem, donc le mot Makom lui-même, il ne veut pas dire lieu. C'est un lieu commun. Ouais. En fait, Makom, ça veut dire ce qui rend possible la chose. Même si vous l'avez déjà entendu, vous pouvez réfléchir dessus. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Ouais. Et Baruch Hashem, je comprends de mieux en mieux. Makom, ça veut dire... Alors, je vous donne la traduction du mot par le Rav Moshe Shapira, Zichron Livracha. Ze anoten efsharut lekayem et adavar. C'est ce qui donne la possibilité à la chose d'exister. Ça s'appelle Ame Afsher Aviato Shel Davar. C'est ce qui rend possible l'existence d'une chose. Maintenant, si vous oubliez maintenant les contextes dont on vient de parler, qui ne sont en fait que des facettes d'expression du principe, vous me suivez? C'est comme le talent. Le talent, c'est rien le talent, c'est rien. C'est quoi? C'est de l'électricité chimico-intellectuelle. C'est quoi? C'est rien. Mais tu vois, le talent, il s'est exprimé dans la sculpture. L'autre, le talent, il s'est exprimé dans l'architecture. L'autre, le talent, il s'est exprimé dans la peinture. L'autre, le talent, il s'est exprimé dans la poésie. Tu dis, mais le gars, il a du talent. Mais c'est quoi le talent? Ben, le talent, c'est l'expression du génie. Et le génie, c'est quoi? Ben, c'est l'expression du jnoun. Le genoun, non? Je traduis pour les anglophiles ou... D'accord. Non, pas du tout. Le génie, c'est l'expression de la neshama. Ça veut dire que quand tu sens que quelque chose est fondamental, ou essentiel, ou profond, c'est parce que ça vient de la partie la plus essentielle qui est en toi. Maintenant, quelqu'un qui arrive à prendre le génie de son être et à le transmettre dans l'acrylique, on appelle un artiste. C'est pour ça que quand... Picasso va peindre un mur, ouais, on va appeler ça une œuvre d'art, bien qu'il s'appelle manuel. C'est pas grave, ouais. Parce qu'il y en a des millions de manuels au Portugal qui ont fait des millions de murs, mais ils n'arrivent pas à vendre un mur. Pourtant, ils en ont peint des murs. Lui, il va peindre un mur, ouais, il va mettre un point au milieu, il va dire ça, c'est ce qui reste après Guernica. Tu vas dire, Pablo, t'es un génie. Pablo, t'es un génie. Je me suis gouré tout à l'heure, je l'ai appelé Manuel le pauvre. Ah, d'accord. Enfin, je pense pas qu'il m'en voudra là où il est. Alors, mais ça veut dire quoi? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça doit être la fièvre. Là, j'ai bouffé au moins 4 cachets pour venir. Donc ça veut dire quoi? Alors, quand les connexions sont lentes comme ça, c'est qu'il y a un problème de débit. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Il s'est marqué que le Makom,
c'est ce qui rend possible la chose. Donc maintenant, oubliez encore une fois les contextes. Ça veut dire que le terrain, c'est ce qui rend possible le bâtiment. Parce que je ne sais pas si vous imaginez un peu, dans une perception comme ça un peu kafkaïenne de la Révolution, qu'on aurait fait le bâtiment, mais on n'aurait pas le terrain. Imagine un cas qui dit, écoutez, on a un très gros projet immobilier. Bon, le projet est terminé, hein. Il a été conçu, développé, l'immeuble est fait, 23 étages à Batiam, mais on n'a toujours pas de terrain. Tu dis, j'ai pas compris. Ben oui, en fait, on a 2000 hélicoptères de combat russes qui sont en train de maintenir en l'air, ouais, avec une alimentation par les airs en carburant, mais on ne sait pas encore opposer l'immeuble. Tu dis, mais on ne peut pas faire un immeuble sans le terrain. Ça va ou... Donc en fait, le terrain, c'est ce qui rend possible l'immeuble. Voilà. Donc c'est la place que tu as créée dans ton cœur pour ta femme et la place que tu as créée dans ton cœur pour ton mari qui rend possible le couple. Mais alors si tu n'as pas créé la place, même après 14 ans de mariage, il n'y a pas de couple. C'est la différence entre une paire et un couple. Une paire, c'est deux morceaux de trucs distincts qui sont mis l'un à côté de l'autre, et un couple, c'est deux éléments distincts qui deviennent un au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître et à s'aimer. C'est ça un couple. Ça va? Donc maintenant, quand on fabrique le couple dans l'espace qu'on lui a créé. Et cet espace-là, il s'appelle la remise en cause, le travail, la douceur, la gentillesse, l'amour, l'intimité, la solidarité, le dialogue, la communication. C'est ça le macom du couple. Parce que c'est ça qui va rendre possible l'existence du couple. Maintenant, si on ne fait pas ce travail, d'accord? J'aime pas ta tronche, tu me saoules, j'ai pas envie de parler. De toute façon, qu'est-ce que t'es? Une chienne, et toi t'es un brel, de toute façon t'es une machine à sous. Après on dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de sentiments, mon amour? Mais comment veux-tu? Comment veux-tu qu'un gars qui tu mets 64 coups de poing, après il te dit, bon, est-ce que tu me présentes ta sœur? Je peux pas te présenter ma sœur. D'abord, je veux que tu meurs. Et après, à titre posthume, peut-être, on pourra faire une choupa sur ta tombe. Donc c'est normal. Donc les gens, ils font tout pour qu'il y ait la haine entre eux, ouais, et après ils s'étonnent qu'ils sont obligés de parler de divorce. Mais moi j'ai dit 1 million de fois, je m'excuse de me répéter, mais pour divorcer, il faut se marier d'abord. Mais les gens, ils ne se marient pas. Les gens, ils se côtoient. Les gens, ils font du chantage émotionnel. Je t'aime plus que moi, je t'aime plus que moi, je t'aime plus que moi. Après, eh ben, ils arrivent à des dates. Après, ils ont des pressions de la famille, des pressions du temps, des pressions du ventre. Ouais. Et après, ils vont à la choupa. Et après, ils se rendent compte que tout ça, c'est de l'illusion. Et qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas l'avoir. C'est normal, avec un niveau de myopie tellement fort. Ouais. Et après, ils ne savent plus comment faire pour se débarrasser. Donc, ils insultent, ils pourrissent, ces trucs. Et puis après, ou ils restent ensemble jusqu'à la mort des enfants, ou alors oh, c'est une logique, ouais. Ou alors, eh ben, ils se séparent, alors qu'en fait, ils n'étaient pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont acheté l'appartement, les meubles, l'ambiance, la parnassa, ils ont fait les voyages, ils ont eu les rapports sexuels, ils ont tout eu, sauf une chose, ils n'ont pas fabriqué le couple. C'est très très rare. Une question idiote, hein, que je pose aux gens qui ont des soucis. Je dis, mais est-ce que vous avez eu un projet de couple? Est-ce que vous avez un programme de couple? Est-ce que vous avez pris du temps pour fabriquer votre couple? Vous l'avez fait avec un rabbin, vous l'avez fait avec un psychologue, vous l'avez vu avec des bouquins goy, mais vous avez un travail de couple? Vous avez fait un travail? Non, les gens non. Ben non, on s'est marié, on a acheté les meubles, je lui lave son linge, je lui fais à manger, lui il paye le loyer. Mais ça s'appelle de la colocation. Ça s'appelle de la mise de moyens en communauté. Alors je rappelle que d'après la loi, il est interdit d'avoir des enfants avec un colocataire. D'abord, quel nom de famille ils vont porter? Chambre 26? C'est pas possible. Les gens disent, oh, faut pas exagérer. Pas tellement. Parce que quand tu vois le niveau de distance qui peuvent exister entre des gens qui habitent dans la même maison, des fois tu te dis, mais je crois qu'ils sont colocataires. Parce qu'ils supportent. Ils supportent la présence de l'autre. Alors toi, tu as organisé ton guéhinam. Non, il y a des gens, ils étaient obligés. Ils étaient au goulag, ils étaient au camp de la mort. Je comprends, ils ne pouvaient pas partir. Mais toi, tu n'es pas obligé, toi. Toi, tu es venu exprès, toi. Juste pour aider l'autre à digérer. Parce qu'en fin de compte, c'est ça que tu es. Tu es un laxatif. Toi, tu as une capacité à aider les gens à régler leurs problèmes de transit, mais presque naturel. Dès que tu parles, l'autre, elle a envie de... Excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Ça doit être
ta voix ou ton haleine. J'exagère, hein, mais si peu. Ils sont reconnectés là. Alors, il y avait une Ronnie qui nous dit tellement vrai. Je ne mens jamais en public. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué. Ah, ça fait drôle de le direct. Hein. J'imagine le cauchemar de Pujadas. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Enfin, à l'époque. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est marqué que Makom, c'est ce qui rend possible. Donc, c'est le terrain qui rend possible la construction de la maison. C'est le terrain psychologique qui rend possible le couple et l'existence de l'enfant. C'est le terrain de fragilité qui rend possible la maladie. C'est le terrain intellectuel qui rend possible la compréhension. C'est le terrain de confiance en soi qui rend possible la réussite dans le travail. Parce que le gars, il a fait 10 ans d'ingénierie, mais il ne sait pas se vendre. Alors, il n'arrive pas à trouver de boulot, parce que dès qu'il arrive, il perd ses moyens. C'est lui qui va gérer une équipe de 150 contremaîtres. Il ne pourra pas, le mec. Il y a 1500 personnes sur le chantier. Mais il n'impressionne même pas les écureuils. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Pourtant, le gars, il a une tête. Il peut te fabriquer un immeuble virtuel en 17 minutes sur un ordinateur. Mais tu lui dis, il faut être chef d'équipe. Attention, les gars qui vont arriver, c'est tous des bûcherons. T'es prêt? Je rappelle qu'il y a une seule vedette ici. Hein. C'est pas grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez compris maintenant, que le mot Makom, ouais, il veut dire ce qui rend possible. Donc quand on dit, et ça c'est très intéressant, Ezeo Anav, c'est qui le modeste? Amakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Maintenant, si le mot Makom, il ne veut pas dire le lieu, mais le mot Makom, il veut dire ce qui rend possible, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi-même, il y a un endroit qui rend possible tout. Ça va ou... Je vous donne une image. Vous savez, on a expliqué déjà plusieurs fois dans une coupe transversale qu'une personne, elle a un vécu, après en dessous, elle a un corps, en dessous, elle a un psychique, en dessous, elle a une âme. Maintenant, si ces 4 dimensions, vous les mettez comme les 4 couches concentriques d'un cercle. Donc, l'âme, elle va produire une impulsion très forte. Cette impulsion va être récupérée par le psychique et par le je sous la forme d'une énergie qui s'appelle « je veux ». Cette énergie va être transformée à l'intérieur du corps, elle va s'appeler la motivation, et cette même énergie, elle va être projetée dans la réalité, elle va s'appeler la détermination. Maintenant, sur un plan précis, dans un point précis, sur un temps précis, la projection de cet axe linéaire d'énergie, on appelle ça l'existence. Ça va toujours, c'est trop abstrait. D'accord ? Maintenant, quand moi, j'ai le lien entre la réalisation extérieure de cette énergie et l'origine de cette énergie à l'intérieur de moi, ça s'appelle que je connais mon Makom. Parce que Makom, on a dit que ça ne veut pas dire lieu. Makom, ça veut dire Mekayem. Mekayem, ça veut dire ce qui rend possible. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous dis un truc intelligent, je ne peux pas être fondamentalement idiot. Vous me suivez ou non? Et si je mets de la conviction, c'est que je dois être un peu convaincu. Sinon, c'est que je suis mytho. D'accord? Et si je mets de la sincérité, c'est que je suis sincère. Ça veut dire que si je vais aller chercher à l'intérieur de moi-même, de là où elle est la source première, ce que j'appelle moi la source de l'impulsion première, qui doit se situer à la frontière entre la fin du psychique et le début de l'âme, pour rester cohérent pour les intellectuels qui font partie de la salle ce soir, ouais. Parce que si on dit que c'est entièrement de l'âme, c'est compliqué, parce que c'est du divin. D'accord? Si on dit que c'est entièrement de l'intellect, c'est difficile, parce qu'il y a une partie intuitive qui est trop énorme pour la limiter à la capacité intellectuelle de l'homme, même si l'homme est très intelligent, mais il est quand même limité. Donc comment il peut y avoir de l'infini dans le fini? Parce que c'est l'énergie de l'âme qui est infinie, qui va être utilisée à des fins finies par une personne finie dans un projet infini. C'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Ou tu délires, ou tu... Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le Makom, en moi,
ça s'appelle la source de l'impulsion première. Maintenant, moi, je suis censé savoir. Quand je suis en colère, je dois savoir pourquoi je suis en colère. Ouais. Et quand je suis heureux, je dois savoir pourquoi je suis heureux. Et quand je rigole, c'est parce que c'est marrant. Et quand j'ai de la peine et je pleure pas parce que les gens me regardent, ou je pleure pas parce que c'est un endroit de deuil, ou je pleure pas parce que ça fait bien de pleurer, ou je pleure pas parce que grâce à ça, je vais avoir un crédit chez l'autre de sentiments. Non, je vais pleurer parce que j'ai de la peine. C'est un truc facile. C'est comme quand tu as faim, tu manges. Ça, c'est une très grande règle en nutrition. Parce que les 3/4 des gens mangent quand ils n'ont pas faim. C'est pour ça qu'ils tombent malades. C'est pour ça qu'ils grossissent. Parce qu'ils croient que de maîtriser une assiette, c'est comme maîtriser une entreprise. Ça s'appelle la boulimie. Non, tu manges quand tu as faim. C'est un truc idiot. Ouais. Et tu parles quand tu as besoin de parler. Tu parles pas pour rien. Parce que si tu parles pour occuper l'espace et pour occuper l'attention, ça veut dire qu'en fait, tu as l'impression de ne pas exister quand tu arrêtes de parler. Alors quoi, tu es un haut-parleur, toi? Tu es une chaîne hi-fi, tu es un ampli, tu es quoi? Toi, tu es une personne. Une personne, elle dit quand elle a quelque chose à dire, et quand elle n'a rien à dire, elle fait cette mise-va, elle se tait. En plus de ça, que quand tu te tais, peut-être tu réfléchis. Peut-être. Donc tu as des chances que la prochaine fois, tu vas dire quelque chose de plus intelligent. Ah oui, mais vous savez, j'aime pas les vides, j'aime pas les blancs, j'ai l'air de quoi, je passe pour quoi? Ben, tu passes pour ce que t'es. Maintenant, si tu es gêné par l'image que tu donnes, c'est-à-dire que tu existes plus dans les yeux des autres que dans toi-même. On ne peut pas se passer sa vie à se regarder dans le miroir de l'autre, puisque le miroir de l'autre est déformant. Ben oui, parce qu'il est formé aux critères de l'autre. Donc l'autre te regarde à toi avec ses critères à lui. Il ne peut pas te voir toi. Il va te voir toi à travers lui. C'est pour ça qu'il dit « Je ne te comprends pas parce que moi, à ta place, j'aurais fait différemment. » Mais si tu étais à ma place, tu ne serais pas moi. Et tu n'es pas moi. Alors comment tu peux me dire « moi à ta place » ? Tu dis non, tu dis rien. Tu dis « moi, je pense comme ça et toi, je respecte ce que tu penses. » C'est comme ça la vie. Sinon, ça va être l'enfer. L'enfer. Alors à l'extrême, c'est Hitler, d'accord ? Et au minimum, c'est l'annihilation personnelle. De toute façon, je suis rien, je vaux rien. Les gens existent trop, ils existent trop. Je suis écrasé. Écrasé par la différence de l'autre. Alors là, je vais vous soigner tous en une seule phrase. Vous pouvez l'écrire sur les murs. Vous pouvez la tatouer dans le dos de votre mère. Il y a des tatoueurs qui font ça, mais il faut l'endormir avant. Ouais. Quand vous n'êtes pas bien, vous dites à votre mère, « Maman, tourne-toi, s'il te plaît. J'ai besoin de réfléchir. » Et vous écrivez, « Il y a de la place pour tout le monde. » Je sais que c'est violent. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la bracha pour tout le monde. Il y a de l'air pour tout le monde. Il y a du mazal pour tout le monde. C'est rien que toi dans ta tête qui dit le magasin il est mal placé, il n'y a plus de célibataires, tous les gens de mon âge ils sont mariés, mon mazal il est pourri, je vis dans un pays nul. Il n'y a que toi qui fais ça. C'est toi qui t'enfermes dans l'obscurité de ta lourdeur. Mais réfléchis bien, il n'y a pas. Il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de porte qui claque, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est rien que toi dans ta tête. Pourquoi ? Parce que tu as créé un espace pour ta peur. Toi, tu as créé un espace pour ta victimisation. Ouais. Toi, tu as créé un espace pour ta réussite. Tu vois, les mecs qui réussissent, en vérité, ils n'ont rien de spécial. Toi, tu es impressionnant, ils ont fait des journaux pour eux, Challenge, Capital, baba. Mais c'est des gens normaux. Juste qu'ils ont cru en eux. Ils ont cru dans leur projet. Ouais. Mais croire, c'est s'investir dans une chose qui ne se voit pas. Mais toi, ce qui ne se voit pas, tu n'y crois pas. Ouais. Ce qui ne se voit pas, tu n'y crois pas. Et ce qu'il y a, ça t'écrase. De toute façon, j'ai grandi dans un milieu défavorisé. De toute façon, j'avais des parents analphabètes. De toute façon, je n'ai pas eu la chance d'être aidé psychologiquement. De toute façon, j'ai un QI proche de l'oiseau. Non. Non. Tu as des gens qui ont fait des fortunes incroyables. Ce n'étaient pas des gens malins. Il y en a, ils ne savaient même pas écrire. Ils faisaient des croix pour compter les millions de tonnes de ferraille qu'ils vendaient. C'est connu, juste avant la guerre. Ouais, ça s'est fait. Enfin, il savait pas, mais milliardaire. Le mec ne savait même pas écrire. Mais il savait compter. Mais il ne savait pas écrire. L'autre, il a fait
Il a fait Hippocane, Sciences Po, l'ENA, Centrale, truc, mais complètement castré de la tête. Depuis sa mère, il dit, t'es nul. Ton père, il dit, de toute façon, t'es un pauvre type. Tu tiens de la famille de ta mère. Charles Auguste, tu n'es rien. Le gars, il est resté collé avec la couche. Comme si c'était un porte-bonheur. Non. Tu l'enlèves la couche. Tu te laves de derrière et tu vas travailler. Allez, lève-toi, va. Tu vas voir ta femme, tu t'excuses et tu dis, mon amour, on recommence. Tu vas voir ton fils, écoute, j'ai fait des erreurs, j'ai compris ce qui s'est passé et maintenant je veux réparer. Tu vas voir ton employé, tu dis, écoutez, on va pas arriver au prud'homme, j'ai pas vu votre valeur, j'étais trop radin, j'ai pas compris qu'il fallait vous augmenter, et bien je vous augmente. Parce qu'un mec qui te rapporte 3 milliards, tu lui donnes pas une prime de 10 000 euros. Tu dis, non, mais c'était pas dans le contrat. Mais il n'était pas obligé de travailler 52 heures par semaine. C'était pas dans le contrat. Pourquoi lui, il voit le bien de l'entreprise et toi, tu vois pas son bien à lui? Tu dis, mais oh, c'est pas contractuel. Mais contractuel, c'est ce que c'est contractuel? C'est que le mec, il faut rien de la semaine. Il faut que dalle. Et quand tu lui dis que vous travaillez pas assez, il t'attaque pour harcèlement moral. 320 000 euros d'indemnité. Tu dis, peut-être je vais lui donner ces 10 000. Eh ben, t'as le sens du marketing, toi, c'est bien. Ouais. Ben, c'est ça. Ça veut dire que vous avez compris maintenant que le mot Makom, il ne veut pas dire lieu. Pas du tout, du tout. C'est une erreur fatale. Le mot Makom, il veut dire potentiel de réalisation. Le mot Makom, il s'appelle tremplin d'être. Donc, puisque le mot Makom, il veut dire ce qui permet à la chose d'être, ce qui donne la possibilité à la chose d'être, donc c'est normal qu'Hachem s'appelle Makom, puisque c'est lui qui fait être tout ce qui est. En hébreu, on appelle Ameave Kol Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. D'ailleurs, Yud Ke Vav Ke, le nom Yud He Vav E, oui, c'est le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer. Vous savez, comme le disent les témoins de la Java, on n'a pas le droit. C'est sourd de le prononcer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est dans le potentiel, qui est dans la face cachée, qui est dans l'énergie créatrice, mais qui est cachée. Maintenant, quand cette énergie, elle passe à l'extérieur, en mode réalisé, elle s'appelle Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Le nom qu'on dit. Donc, quand on dit Baruch Ata, Ado, Nai. Maintenant, on prononce Ado, Nai, mais on doit lire Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, le He, le Vav et le He. Ça va? Les deux ont 4 lettres. C'est pour ça que dans les livres qui sont sérieux, vous avez le nom Yud Ke Vav Ke, et dans le He, à la fin, il y a le nom Adnout en petit. Ça vous dit quelque chose? Et quand vous prononcez, vous dites le nom Ado, vous devez penser Aya Ove Veyi Adonakol, qui est en fait le sens du mot Yud Ke Vav Ke associé au nom Adnout. C'est pour ça aussi que dans certains livres, on a mélangé les deux mots. Quand vous avez toute une série de lettres comme ça, un Yud, un E, d'accord, un Dalet, un Vav. En vérité, c'est le nom Yud Ke Vav Ke et le nom Adnout qui sont mélangés. Ça va toujours? Maintenant, le mot Yud Ke Vav Ke, qu'on a expliqué 1 million de fois, le nom divin de Yud Ke Vav Ke, sa racine c'est Ov. Avec le Yud devant, la déclinaison grammaticale, c'est Me'ave. C'est-à-dire qu'Hachem, quand on parle d'Hachem, c'est celui qui est Me'ave et Haolam, celui qui fait être le monde. Ça va? Il fait être ce qui est. Maintenant, le fait de faire être, d'accord, c'est comme l'impulsion première qui va donner la possibilité à la réalité d'être. Comme elle explique toujours quand je vous explique la structure énergétique et la matière. Maintenant, la matière va se cumuler sur une structure énergétique. C'est comme la réalisation, elle va se cumuler sur un projet intellectuel et une motivation. Donc le projet intellectuel et la motivation, ça va être l'énergie du projet, mais la réalité du projet, c'est toutes les particules qui sont perdues dans l'univers, qui vont se réunir pour se cumuler dans cette idée, on est en français, que tu as réalisé. Mais quand tu as réalisé, tu as généré un mouvement de particules dans l'espace pour que ce projet se réalise. Alors tu dis, mais il y a eu des ouvriers qui ont travaillé, il y a des banques qui ont investi. Mais bien sûr, mais il a fallu convaincre le banquier pourquoi il s'intéresse à toi. Il a fallu que l'ouvrier soit intéressé à être payé par toi. Il a fallu que le mec qui fabrique les parpaings, il soit intéressé à fabriquer des parpaings. En fin de compte, c'est la conjonction des volontés d'être
de ce bâtiment qui ont fait venir au monde le bâtiment. C'est pour ça que j'adore les chantiers. Parce que tu viens, il n'y a rien. Tu viens 6 mois après, il y a un immeuble. Mais c'est un phénomène. C'est pour ça que la Gemara, elle dit Kol haosek bebinyan mitmasken. Tout celui qui s'occupe des travaux, il devient mesquine. Ou alors milachon sakana, un langage de danger. Pourquoi? Parce que ça s'appelle yesh me'ayin, il n'y avait rien, tu as fait quelque chose. C'est facile d'acheter un appartement. Mais quand il y a un terrain vague et tu dois en faire un immeuble net, c'est pas facile. Et c'est pareil, là il y a une femme, là il y a un homme, ils sont tous les deux perdus, à Jussieu, comme ça, ils se regardent, bonjour, bonjour. Tu viens 20 ans après, il y a 6 enfants, tous équilibrés, une maison construite, une chérina dans la maison. Tu te dis, mais tu te rends compte que c'était 2 perdus, là, deux perchés de la terre. Et maintenant, ils ont construit une maison, tu peux monter 22 générations dessus, c'est du solide. Mais ça, moi, je dis que c'est un miracle. Tu dis non, tu sais. Alors les autres, ils vont dire c'est un concours de circonstances. L'autre, il va dire bah, c'est qui s'aime. Ça, c'est tous les partisans de la psychologie hollywoodienne. Ouais. Il y a ceux qui vont dire non, parce qu'ils ont créé, par leurs efforts, un espace pour que la présence divine, elle réside entre eux. Et la présence divine, elle fait exister le monde depuis la création du monde. Donc en fait, tu vas décider quel genre d'espace tu vas créer. Et l'espace, on l'a dit, c'est ce qui va rendre possible. Donc ici, qu'est-ce qui est marqué? Il s'est marqué que quand la personne, elle a fait ce travail-là, de créer cet espace-là, après le travail, il est fini. Et les gens font le contraire. Les gens, ils mettent des circonstances, ils jettent des outils, ils créent des situations, mais ils ne pensent jamais à mettre en place les choses. Ils ne posent pas un plan, ils ne posent pas des fondations, ils ne posent pas des bases sur lesquelles tout va reposer. Ils se lancent, eh ben tu m'aimes, je t'aime, tac. Ah, puis de toute façon, les parents, ils veulent construire, et puis de toute façon, c'est une opportunité, et puis il faut qu'on évite des enfants avant que mes parents ils vieillissent, et puis moi, je ne vais pas mourir comme ça. Mais tu n'as pas compris, ça ne s'appelle pas une volonté, ça. Ça s'appelle que tu es obligé à cause des circonstances, mais ce n'est pas ton choix. Donc comme ce n'est pas ton choix, ça ne vient pas de ton espace à toi. Comme ça ne vient pas de ton espace à toi, ça ne peut pas se terminer avec toi, parce que ça n'a pas commencé avec toi. Après tu dis, ouais, c'est pas la vie que je voulais vivre, je ne m'attendais pas à ça du tout. Moi j'ai des gens, ils m'ont saoulé ici, des 50 fois, des 60 fois. Ouais, pourquoi je ne me marie pas, pourquoi je ne me marie pas, et ma copine elle s'est mariée, moi je ne me marie pas. Ah ben elle s'est mariée, bon Hachem, ça fait 20 ans. Je crois que ça fait 20 ans qu'elle m'appelle pour me dire j'en peux plus, je suis marié avec un fou, c'est un pervers narcissique qui me détruit, soi-disant il est religieux. Je dis, je sais pas, je comprends pas, vous voulez être célibataire, vous voulez être marié. T'as compris l'idée ou non? L'idée, ça veut dire que si tu n'as pas créé l'espace pour la réussite, tu as créé l'espace de l'échec. Maintenant, l'espace de la réussite, pour qu'elle existe, elle doit être accrochée des 2 côtés. Donc ça ne sert à rien de faire une porte extrêmement solide si les gonds sont en carton. Parce que le voleur, il fait comme ça, il fait paf. Et la porte de 2 tonnes en fonte, elle tombe. Le mec, il dit, mais t'es brel, t'as mis des gongs en carton mâché. Ouais, mais de l'extérieur, ça faisait nickel. C'était beau, tu sais, ils les ont repeints en gris. On aurait dit de la fonte. Mais t'es bête, les gongs, c'est ça qui te rattache au mur. Le mur, il est indestructible. Il est là depuis 1682. C'est des murs qui font 1 mètre d'épaisseur. Quand tu mets la porte, tu mets une porte de malade, c'est normal, t'as des trésors chez toi. Mais les gongs, tu les as fait en carton. Mais t'es gongs ou quoi? Je crois que t'es le roi des gongs. Ça, ils ont fait un film sur lui. Un gars qui montait en haut des bâtiments. Là. Comment il s'appelait? Ging Gong. Incroyable. Je crois même qu'ils en ont fait une chanson après. Bon, alors. Mais ce qui est marqué ici. Non, je ne vais pas la chanter, la chanson. Bon. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le mot Yud Ke Vav Ke, il a une valeur numérique. C'est 26, c'est connu. Mais quand vous le prenez séparément, le Yud, c'est la valeur numérique 10. Le He, c'est 5. Le Vav, c'est 5. C'est 6. Et le He, c'est 5. Maintenant, il dit à Moshe Shapira que quand vous le multipliez par lui-même, le 10 par 10, ça fait combien? 100. Je
crois que je vais baisser le niveau peut-être. Alors, 10 par 10, ça fait 100. 5 par 5, ça fait 100. Ça fait 25. 5 par 5, ça fait 25, ça fait 50, ça fait 150. Et 6 par 6, ça fait 36. Ça fait 186. Et 186, c'est la valeur numérique de ma com. Ça veut dire que ma com, c'est un nom divin. D'accord? Et Yud-Ke Vav-Ke, c'est un nom divin. Maintenant, quand tu multiplies Yud-Ke Vav-Ke par lui-même, et en philosophie mathématique, la multiplication, c'est quoi? C'est l'exponentialité du potentiel. D'accord? Eh bien, ça donne ma com. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on disait que l'extension réalisée de Yud-Ke Vav-Ke, c'est ma com. Ça veut dire que Yud-Ke Vav-Ke, il est Me'ave et Makom, il fait être le Makom, et le Makom, il est Mekayem et Tarolam. Vous suivez toujours? Donc c'est comme si toi, tu as besoin d'une impulsion première, qui s'appelle ta motivation, mais tu as besoin d'un espace de créativité qui s'appelle ton travail. Ouais. Tu as beaucoup d'amour à donner, mais tu as besoin d'un foyer pour donner cet amour. Et bien, le foyer où tu vas donner cet amour, il s'appelle le Makom, mais l'amour que tu veux donner, il s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, en image. Ouais. Ta motivation à créer, elle est en toi, mais toi, tu as besoin d'un espace de réalisation. Tu es un très bon vendeur, mais tu as un patron obtus qui te dit, écoute, tu te limites au 93. Mais qu'est-ce que tu veux que je vende là-bas? Des mobilettes volées? D'accord. Donc non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, donne-moi toute la France. Mais attends, mais t'es qui, toi? T'es qui? Tu viens d'arriver. Donnez-moi la France, monsieur. Donnez-moi la France pour 2 semaines. Le mec, il a pris son téléphone, il a pris les centrales d'achat une par une, il a fait 152 millions d'euros le premier mois. Mais vous êtes qui, vous? Je dis, moi, je suis personne, je suis juste motivé. D'accord? Mais l'autre, il m'a fait confiance. Donc, comme il m'a fait confiance, il m'a créé un espace. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une motivation, entre guillemets, un Yud-Ke Vav-Ke, et on lui a donné un Makom. Il a réussi. Mais dans le sens contraire aussi, ça existe. Ouais. Tu vas prendre un pays en crise, un peuple humilié, un peuple angoissé, un peuple malheureux, et tu lui donnes de la haine, sous la forme d'un peintre en bâtiment, Adolphe. Ouais. Il a l'espace, il a la motivation, 60 millions de morts. C'est beau. Donc tu as compris que, malheureusement, ça existe dans les deux sens. Parce que si tu crées un espace pour développer la haine, eh ben ça développe la haine. Et si tu crées un espace pour développer l'amour, ça développe l'amour. Si tu crées un espace pour développer l'intelligence, ça développe l'intelligence. Et si tu crées un espace pour développer la frustration, ça développe la frustration. Mais on aura toujours besoin des deux. Maintenant, les deux, c'est quoi? C'est l'espace de réalisation et la motivation qui va le réaliser. Un peu comme le corps et la neshama. S'il n'y a pas de neshama, le corps, c'est un cadavre. Mais s'il n'y a pas de corps, la neshama, elle est dans un monde supérieur. Elle n'a rien à voir avec ce monde-ci. Maintenant, la chimie extrêmement compliquée de la présence de l'âme dans le corps, je vous laisse y réfléchir à peu près pour le reste de votre vie, d'accord? Et le fait que les deux restent en contact l'un avec l'autre, ce qui est quelque chose qui est complètement étonnant, puisqu'il n'y a pas de logique de contenu-contenant. Parce que tu dis que l'eau, elle reste dans la bouteille, parce que la densité moléculaire du plastique est plus dense que celle de l'eau. C'est pour ça que l'eau ne sort pas. Ouais, c'est pas parce qu'elle est étanche. J'espère que vous avez compris ça, non? De la même manière, c'est quoi l'étanchéité du corps pour empêcher l'âme de sortir? C'est bizarre. Donc en fait, c'est un miracle. C'est un miracle qu'Hachem, il laisse l'âme à l'intérieur du corps. Et si tu dis, écoute, c'est un peu de la religion. Mais moi, je dis que c'est un miracle que ta femme, elle te supporte encore tellement t'es brêle. Tu peux m'expliquer l'étanchéité de ton couple qui fait que ta femme, elle n'est pas partie de la maison? Et qu'elle vient pour sauver, qu'elle emporte pour trouver des trucs, et qu'elle fait des milliers de kilomètres pour encore essayer d'arranger les choses, et encore que toi, tu fais encore le lourd, et encore tu crois que c'est toi qui as raison, et qu'il n'y a aucune chance. Tu ne crois pas que tu as un problème et que tu devrais consulter un tel niveau d'entêtement? T'as compris ou non? Donc si vous me parlez de l'étanchéité du plastique qui contient l'eau, et vous ne comprenez pas l'étanchéité du corps qui maintient l'âme, ouais, moi je ne comprends pas l'étanchéité de la bonté des gens qui peuvent supporter la lourdeur. Tu vois, chacun il a des lectures. Et bien c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem, il a donné la dimension du Makom, c'est une dimension qui touche tous les domaines de la vie.
Tous. C'est pour ça que c'est marqué, par exemple, que quand quelqu'un il va tuer quelqu'un, c'est marqué que celui, il y a une loi dans la Torah, que si quelqu'un il tue de manière volontaire et qu'il y a des témoins, eh ben il doit être jugé, condamné, exécuté. D'accord? Par contre, si quelqu'un il a tué de manière involontaire, ouais, le gars il n'a pas vérifié sa hache, il a dit tiens, il n'y a personne autour, il a tapé, la hache est partie, il a tué un gars. Manque de peau, il y a un gars qui faisait ses besoins dans la forêt, et lui qui rêvait de se fendre la gueule, et ben voilà. Bon, mais en vérité, ça va? Le cours il commence. Mais en vérité, c'est quoi l'idée? C'est qu'il a tué de manière involontaire. La Torah elle dit, puisque cet homme-là il a tué, ouais, alors on a créé des harémiclates, des villes de refuge, pour qu'il aille s'enfuir là-bas. Parce que n'importe qui a le droit de le tuer, il s'appelle Goël Adam. Maintenant, lui, il va aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'on dit En lo makom, il n'a pas de lieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de lieu? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a tué quelqu'un. Maintenant, quelqu'un, l'homme, il a un makom, et l'homme lui-même, il est un makom. Bah oui, parce que comme chacun est un potentiel de devenir, et qu'on a dit que c'est quoi makom? C'est ce qui rend possible l'existence. Donc ce gars-là, il a le potentiel d'amener 50 millions de personnes après lui. Pour ça que par exemple, quand Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien, ouais, c'est marqué qu'il a regardé à droite et à gauche avant de le tuer. Ça, c'est le sens simple. Mais d'après les textes profonds, c'est qu'en fait, il a regardé dans toutes les générations qu'il n'y a jamais un tzaddik qui va sortir de ce gars-là. D'accord? C'est comme si des 28 000 Gilgoulim qui vont arriver après la personne, ça sera tous des pierres, des arbres, des falaises, des chevaux, Il dit, c'est pas grave s'il meurt. Et si vous dites, écoutez, on ne peut pas revenir en Gilgoul dans un cheval, je sais que c'est une histoire à dormir debout, mais il y en a qui ont cette capacité. Parce que vous savez, il y a 7 Gilgoulim. Vous êtes au courant ou non? 7 réincarnations. 3 premières dans un juif, 4e dans un goy, 5e animal, végétal, minéral. Il faut sortir un peu. Pas toujours M6, Canal+. Il faut vous élargir. Parce que touche pas à mon pote, ça va un petit peu. Donc je vous explique. Je vois que ça vous intéresse, donc je vous explique Luc en résumé. La personne, elle vient dans une famille très 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 religieuse. D'accord? On lui demande de devenir un Talmid Chacham érudit, un tzaddik, et d'apprendre toute la Torah entière. Dis-moi, ça me saoule, moi j'aime le rock'n'roll et l'ambiance et le charleston. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il meurt, il revient réincarné dans un corps, dans une famille pas traditionnaliste. C'est-à-dire ils ont l'habitude de faire certaines fautes par tradition. C'est-à-dire ils font Shabbat, mais ils prennent la voiture. Donc celui-là, il faut qu'il fasse Teshuvah, qu'il devienne extrêmement religieux, qu'il apprenne toute la Torah entière, qu'il devienne un grand tzaddik et qu'il amène le Mashiach. Bon, c'est pas le cas, il a perdu son temps, il a créé une boîte de trucs. Bon. Après, il revient dans un Gilgoul, dans une famille zéro que dalle, genre réformiste, vive la vie, le judaïsme folklorique, l'ambiance, falafel, j'aime le drapeau. Donc, d'accord? Donc lui, il faut qu'il fasse Teshuvah, qu'il devienne traditionnaliste, après qu'il devienne extrêmement religieux, qu'il apprend toute la Torah entière, qu'il devienne Talmid Chacham, et qu'il l'amène la Géoula. Non, il n'a pas fait. Donc du coup, il revient dans un corps dans une famille goy, il naît dans le ventre d'une maman goya, il sort, il naît à Quimper, il ne comprend pas, il est toujours attiré par les juifs, il se met à côté de la synagogue, il est très sensible à la Shoah, il ne comprend pas, il veut aider le peuple juif, il ne comprend pas pourquoi, alors que son père et sa mère sont antisémites, d'accord? Eux, c'est leur punition d'avoir un juif à la maison, c'est le pire qui peut arriver, ouais. Imagine, Ephraim Le Pen, tu vois, ça fait quelque chose quand même, on sent que, enfin ça fait de Le Pen en fait, d'accord? Mais, et celui-là d'un seul coup, il va falloir qu'il se convertisse sincèrement, après qu'il étudie la Torah, qu'il devient Talmid Chacham, qu'il apprend toute la Torah entière et qu'il amène la Géoula. Manque de peau, il n'a pas fait tout ça, il a grandi tranquille, laissez-moi tranquille. Bon, du coup, il revient dans un bœuf. D'accord? Donc, normalement, il faut qu'il
qui grandissent dans une ferme bovine et qui soient abattus dans un abattoir cachère par un shochet, qui le tue de la bonne manière, qui soit glad cachère et qu'il atterrit sur la table d'un tzaddik, le Shabbat, qui le mange, les revot Shabbat, les Shem Shamaim. Manque de peau, il est parti dans des hamburgers mélangés avec du porc. Il a été mangé dans un fast-food de Khalabab et il n'a rien compris le beau. Bon, c'est dommage. Donc, du coup, il revient en végétal, les carottes. Il faut que les carottes elles soient achetées par une ménagère la veille de Pessah pour qu'elle fasse le kiloutou, je ne sais pas comment ça s'appelle, mouskitou. Le msouki, les Shem Shamaïm, les Shem Tunis, les Shem Lagoulette, d'accord? Elle fait bien. Et le soir de Pessah, ils se réunissent tous et ils chantent tous en tunisien, Sim Seleno, d'accord? Et qu'il le mange, et lui maintenant il a fait son tikkun, et grâce à Dieu, grâce à ça, il fait partie de l'histoire d'Israël, puisqu'il a participé à la soirée sainte de Pessah. Manque de peau, il est parti dans un jus de carotte, il a été vu dans une salle de sport, qu'un gars qui préférait Homo plutôt qu'Ariel, d'accord? Donc, il lui reste le minéral. Warti revient en verre d'eau. Donc, il est dans une source, il attend. Il est prélevé, ils l'ont mis dans une bouteille. Colwardo Mazalo arrive dans une bouteille de Contrex. Il faut qu'il tombe sur un feuge, qui a très soif, parce qu'il vient d'étudier 122 pages de Gemara, et qu'il va le boire des Shem Shamaim, en disant Baruch Hashem, et en faisant la bracha chez Akol, Nia, Bidvaro, avec la kavana, avec la volonté, avec la reconnaissance. Hop, paf, le verre d'eau, il a fait son tikkun, la neshama qui est dedans, elle va au lamaba. Manque de peau, il est parti dans la sueur d'un Nahmar qui a sué en boîte de nuit, toute la nuit à faire des bêtises et à prendre du shit et de la coke. Et c'est fini. Voilà, je vous ai résumé les 5 prochaines étapes. Je ne sais pas dans laquelle vous êtes, mais enfin... C'est pas évident quand ça se résume, mais bon. C'est ça l'idée. Donc vous avez compris qu'à chaque fois, à chaque étape, à chaque réincarnation, il y avait un makom. D'accord? Il y avait une potentialité à chaque fois de faire comme ça ou de faire comme ça, à chaque fois. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que je vais utiliser mon makom ou je ne vais pas utiliser mon makom. Donc, comme je l'ai dit déjà 1 million de fois, il n'y a pas le bonheur, parce que les gens, ils rêvent du bonheur, ils ont peur du malheur. Mais non, le bonheur, c'est une situation que tu as assumée et que tu as bonifiée. Et le malheur, c'est une situation que tu n'as pas assumée et que tu n'as pas bonifiée. Donc avec le bonheur, tu peux fabriquer du malheur. Mais qu'ils ont tout pour être heureux, mais ils se prennent la tête. Ça devient un malheur. Les gars, ils ont tout pour être malheureux. Les gens, ils se sont rencontrés, tombent amoureux au ghetto de Varsovie la veille d'une rafle. Tu dis vraiment, c'est pas du bonheur. Et ben tu sais quoi, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, 3 jours. Ils ont dit à un rabbin, mariez-nous. Le rabbin, il a dit, mais vous allez mourir, c'est pas grave. On veut mourir mariés parce qu'on s'aime. Dans la Kedusha, ils se sont mariés, ils ont été ensemble, et après ils ont été déportés. Tu dis, mais quelle horreur, quel malheur, quelle horreur. Tu sais, peut-être ils ont eu 4 jours de bonheur, et il y a des gens, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, ils n'ont jamais eu 4 jours de bonheur. Donc c'est relatif. Pourquoi? Parce qu'en 4 jours, ils ont fabriqué un makom d'amour, de pureté, de Kedusha, dans l'endroit le plus noir du monde, oublié de la masse terrienne, au ghetto de Varsovie. Ils ont réussi à créer une boule comme ça d'amour qui les a préservés de la pourriture ambiante qui était générée par des bons à rien finalement. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien. C'est des bons à rien. D'accord? Et eux, ils ont fait ça. Donc, si dans le pire des malheurs, tu peux créer un makom, alors dis-moi, dans le meilleur des bonheurs, tu ne peux pas créer un makom. Alors, si c'est ça, on a dit que Yaakov Avinu vaïvga ma makom. Oui, il est arrivé à l'endroit. Maintenant, on a dit que makom, c'est quoi en fin de compte? C'est un des noms d'Hachem. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a révélé une facette d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Makom. Vaïvga, c'est pas qu'il a trébuché, c'est que dans sa recherche de spiritualité, il a eu le mérite d'apporter une dimension divine au monde.
Maintenant, cette dimension divine, elle existe, mais elle n'est pas accessible, elle n'est pas réalisée dans le monde parce que Yaakov Avinu ne l'a pas révélée. Par exemple, la Gemara, elle dit, le premier qui a appelé Hachem, ouais, Adonai, c'est Avram Avinu. Parce que lui, il a dit que ou Adonakol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu ce qu'on appelle une asaga, ouais, une perception intellectuelle de la dimension que le maître de tout, c'est Hachem. Donc, il a rendu accessible intellectuellement la notion de Adon chez Hachem pour les hommes. Ça va? La Gemara dit que la première qui a appelé non Hachem Sevakot, Dieu des armées, c'est Chana. Chana, la mère de Shmuel. D'accord? Parce qu'elle a dit, elle voulait tellement un enfant, elle a dit, Hachem, toi qui as créé tellement de myriades d'hommes, tu peux pas me donner un enfant. Genre, elle s'est offusquée, comme si elle a remis en cause Hachem, que est-ce que tu n'es pas capable, entre guillemets, tu n'es pas capable de faire ça. D'accord? Alors, automatiquement, ouais, Hachem, il lui a donné un enfant. D'ailleurs, j'en profite pour vous raconter une histoire que j'ai entendue pendant que j'étais en Eretz, là. C'est pas une histoire, c'est un enseignement, mais il y avait un Rav qui s'appelait Rav Pinkus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un très grand conférencier. Il a donné il a ramené beaucoup de teshuva. Le Facebook, il s'est arrêté. Audun Kolo. Je pense qu'on va faire une plainte collective où j'ai rien compris. Alors, il a raconté comme ça qu'il y a un monsieur, un couple, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ça faisait 10 ans. D'accord? Il est venu voir le Rav, il a dit, Rav, j'arrive pas à avoir d'enfant, on n'arrive pas à avoir d'enfant avec ma femme, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Rav, il a dit, il faut prier. L'autre, il a dit, Rav, mais vous croyez qu'on prie pas? On est religieux, ma femme est religieuse, moi je suis religieux. Ça fait 10 ans qu'on prie. Il a dit, mais t'as vraiment prié? Il a dit, oui, j'ai prié. Il a dit, viens me voir demain soir à 8h du soir. Le cas, il est venu. Le Rav Pinkus, il a pris sa voiture, il l'a emmené avec lui dans la forêt. Ils ont été dans la forêt. Ils sont garés au bord, ils ont marché dans la forêt. Ils ont marché une bonne vingtaine de minutes. Ils étaient en plein dans la forêt. Le Rav, il a dit, voilà, je te laisse ici. Tu pries, je reviens dans 1 heure te voir. Bon, le gars, il dit, ok. C'est pas évident, t'es seul dans la forêt, la nuit. Il s'est mis à prier, bon. Au bout d'1 heure, le Rav, il revient. Il lui dit, t'as prié? Il dit, oui, j'ai prié. Il dit, t'as pas prié? Il dit, pourquoi? Il dit, mais t'es même pas mouillé, t'es rien. T'as pas pleuré, t'as pas truqué, tu devrais être trempé maintenant. Tu veux un enfant, non? Il a dit, je reviens dans 1 heure. L'autre, il a compris. Il s'est mis à pleurer, à prier, à pleurer, à prier, à pleurer, à prier. Il est revenu, le Rav, l'autre, il était trempé. Trempé de larmes. Trempé, ses habits étaient trempés de sueur, de larmes, de... Il a dit, mais Rav, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, quand tu pries à la synagogue, parce qu'il y a des gens qui te regardent, quand tu pries devant ta femme, parce que tu ne comprends pas, tu pries pas, tu veux pas qu'on ait un enfant. Ouais. Mais quand tu es seul dans la forêt, il n'y a personne qui te regarde. Pour qui tu vas prier? Pour Hachem. 1 mois après, tu es enceinte. Tu dis, mais la stérilité, nana, ok. Mais là, il sait qu'il a prié, le gars. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? C'est pas facile de prier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait? En l'emmenant dans la forêt, il a créé un espace de sensibilité pour fabriquer une vraie prière. C'est comme si quelqu'un, il a un souci de maladie, il se met à prier. Qui m'avait aussi prié, mais il ne priait pas de la même manière. Il le sait très bien. Parce que malheureusement, le raisin, il est magnifique, mais pour faire sortir le jus, il faut l'écraser. Et l'olive, c'est plus dur de faire sortir l'huile. Il faut une pression plus forte. On appelle première pression à froid. Tu pourrais me la faire à chaud quand même, ça ferait moins mal. Non. Première pression à froid. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. On dit le Midrash que les bénis Israël ils sont comparés aux olives, que pour faire sortir le meilleur, il faut une pression. Maintenant, il y a des gens, ils se créent la pression eux-mêmes, parce qu'ils ont de la conscience, parce qu'ils ont de l'Aïrat Shamaïm, parce qu'ils ont de l'investissement. Il y en a, ils ne veulent pas. Laisse-moi tranquille, ça me saoule.
Donc, eux, il leur faut du relâchement, de la négligence, de la destruction, de la distance avec la religion. Après, il leur faut des souffrances, des maladies, un adultère. Et après, qu'ils sont dans le khra complet, leur femme, elle leur dit c'est terminé. Leur enfant, il dit de toute façon, crève papa, je t'ai jamais aimé. Et le gars, d'un seul coup, il a un choc. Et là, il se met à prier. Tu ne pouvais pas prier depuis le départ. Pourquoi il a fallu qu'on te mette dans une situation conique? Vous savez, le cône, ça se termine en cône. D'ailleurs, on dit un cône, décône. Et toi, tu déconnes à mort. Pourquoi tu veux qu'on te mette dans une situation de cône? Alors, c'est quoi une situation de cône? C'est mina metzar, karatika, mina metzar. Metzar, ça veut dire d'un endroit serré. Mais pourquoi tu as besoin qu'on te mette la pression pour que tu bouges? Pourquoi tu attends la veille des examens pour te mettre à travailler? Pourquoi tu attends la lettre d'avocat pour te demander si ton couple il n'est pas en danger? Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans une logique d'anticipation, tu n'es pas dans une logique de prise de conscience continuelle. Parce que tu n'as pas créé le makom pour ta prière. Comme tu n'as pas créé le makom pour ton couple. Donc quand Yaakov Avinu, c'est marqué Vaïfga Bamakom, vous avez compris. C'est pas que maintenant il a trébuché dans l'endroit. C'est qu'il a atteint un tel niveau de spiritualité qu'il a amené dans le monde la dimension makom d'Akadosh Baruch Hu. Ça va? C'est pour ça aussi que c'est marqué dans Rashi que c'est lui qui a institué la prière de Harvit. Vous savez, on dit que la prière de Shacharit a été instituée par Avraham Avinu, la prière de Mincha par Yitzhak, et la prière de Harvit par Yaakov. Maintenant, je ne sais pas si vous avez l'occasion dans la prière de regarder les trois midot, mais c'est les mêmes. Ça va? C'est les mêmes. Maintenant, le principal de la prière, c'est l'amida. Quel intérêt de dire, un il a institué celle-là, l'autre il a institué celle-là, l'autre il a institué celle-là? Non, pas du tout. Avraham Avinu, il a institué la prière du matin. C'est quoi la prière du matin? Tu te lèves, il fait noir. Tu te prépares, tu marches à la synagogue, il fait froid. Tu rentres, il commence à faire jour. Dès qu'il fait jour, tu mets tes tefilines. Après, tu fais le Kriyat Shema, le soleil il se lève, tu fais l'amida. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Il a amené la lumière. Le monde, il était dans l'obscurité. Le monde, il était dans la Vodazara. Le monde, il était dans l'idolâtrie. Il était dans le polythéisme. Lui, il a amené la lumière. D'accord? Le matin, c'est quand ta vie, elle commence. Pour ça, quand tu fais bien la prière du matin, pour ça que les gens qui se lèvent à 15h, ils ont l'impression d'avoir raté leur journée. Mais même les mecs qui se lèvent à 11h, c'est pareil. Ils disent, oui, mais moi, je vis la nuit. Comme si c'était une vie de jouer à la PlayStation. Ou de regarder des vidéos débiles sur Internet. Non. Quand tu gagnes la prière du matin, tu gagnes ta journée. Pourquoi? Parce que tu t'es levé sur la longueur d'onde d'Avraham Avinu. Ça va? Mincha, c'est la jonction entre le jour et la nuit. C'est la fin de la soirée, enfin la fin de la journée, avant d'entamer le début de la soirée. Entre les deux, il y a le crépuscule. À ce moment-là, normalement, c'est l'heure de Mincha. Nous, on fait avant, mais c'est l'heure. Ça s'appelle Dimdoumé Chama. Dimdoumé Chama, c'est quand le soleil commence à devenir rouge. Il faut prier juste avant. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la transition, c'est le passage. Maintenant, Yitzhak Avinu, il a perçu cette dimension-là, il a institué la prière de Mincha. Yaakov Avinu, lui, il a prié la nuit. Maintenant, vous savez ce que c'est la nuit? C'est l'obscurité. Maintenant, on a dit que Makom, ça veut dire l'espace. Alors, Rav Moshe Shapira, il dit un grand yesod. Il dit Kol ma shenichnas tachat eno shel adam ze amakom shelo. Tout ce qui rentre dans les yeux de quelqu'un, c'est son espace. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des grandes visions et des gens qui ont des petites visions. C'est ça qu'il y a des gens qui rêvent d'un 2 pièces à Juin-les-Pins, oui, et des gens qui rêvent de racheter la Riviera à Miami. C'est comme ça. Il y a des gens qui rêvent d'une petite épicerie, si Dieu veut. Ouais. Il y en a qui rêvent d'une chaîne de 24 supermarchés. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui voient petit, des gens qui voient grand? Cette logique-là, c'est que la personne,
elle a un makom. Maintenant, un makom, c'est une vision aussi. Donc c'est ce qui donne la possibilité d'atteindre. Il dit, quand Yaakov Avinu, lui, quand on a les yeux ouverts, malheureusement, on a d'un côté une grande vision, mais de l'autre côté, on perd quelque chose. C'est que des fois, on peut être tellement pris par l'attirance et la suractivité du monde extérieur qu'on oublie qu'on a un monde intérieur. Par exemple, ça s'appelle la surinformation. Genre, tu as tellement de chaînes d'information, tu as tellement d'informations, tellement de sources d'informations, et tu as tellement de commentaires de l'information qu'en fin de compte, il n'y a plus d'informations. Bah oui, parce que quand tu prends les dépêches de l'AFP, tu sais tout ce qui se passe. Enfin, tout ce qu'on te dit qui se passe. Après, tout le reste, c'est que de la répétition. Après, ce qui est extraordinaire, c'est le niveau de vide de l'information. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Vous suivez un peu les informations? C'est très intéressant. Au niveau de l'analyse psychiatrique, c'est très intéressant. Donc le mec, il dit bonjour monsieur le député, donc il paraît qu'il serait peut-être possible qu'il y ait un projet qui soit éventuellement dans le cas où la loi passerait. Eh bien effectivement, écoutez, c'est pas confirmé, hein, mais enfin au cas où, bien sûr, où la loi passerait, alors à ce moment-là, évidemment, ça pourrait envisager de... Bon, il n'y a pas de réalité hein, avant 2084, mais quand même, bon, alors on prend notre spécialiste économie, truc, alors Jean-Yves Delamort, qu'est-ce que... Ben écoutez, effectivement, au cas où, hein, vraiment, on parle avec, vraiment avec des parenthèses, au cas où... Et ils font passer 6 spécialistes comme ça qui parlent d'un truc qui n'aura jamais lieu, mais dont la potentialité mérite quand même un commentaire. Eh bien, écoutez, merci de vos explications. On passe au sujet suivant. Dis-moi, comment tu fais, toi? Le cumul du vide, ça fait du plein? Le cumul de rien, ça fait une information? La première fois que j'avais remarqué ça, j'avais pris l'avion pour aller à Montréal. Vous avez été à Montréal déjà, vous? Non? J'ai pris l'avion pour aller à Montréal. Alors, il y a les infos dans l'avion. Alors, les mecs, un truc incroyable. Ah, bonjour, ici à Montréal. Donc, il y a eu un accident sur le truc. Il semble qu'il y a eu 2 morts. Et nous avons un envoyé spécial. Bonjour, Jean-Yves Lacaisse. Effectivement, j'ai devant moi la personne. Alors, eh bien, effectivement, il y a eu 2 morts. Notre spécialiste de la sécurité, Jean-Pierre Dutilleul. Oui, effectivement, ben écoutez, je pense qu'il s'agit d'un dérapage et qu'effectivement, il y a eu 2 morts. Le spécialiste de la conduite routière, le député, tous la même chose. Tout le monde dit la même chose. 28 commentaires. Je dis tellement ils n'ont rien à dire. Mais il y a pire que les gars qui font le reportage. Il y a les mecs qui les payent pour faire. Mais il y a pire que les gars qui les payent pour faire. Il y a les gars qui regardent. C'est-à-dire entre guillemets nous. C'est tellement elle est vide la vie qu'on est obligé d'inventer des sujets pour la rendre pleine. Alors je dis et je répète, étant donné que la nature n'aime pas le vide et que automatiquement le vide se remplit de quelque chose, si notre vie elle se remplit de rien, c'est qu'il y a de l'espace pour rien. Ben, c'est comme les gens qui ont des faux problèmes, c'est qu'ils ont enlevé les vrais problèmes pour laisser de la place sur les faux problèmes. Parce que comment ils ont le temps de s'occuper des faux problèmes puisqu'ils ont des vrais problèmes? Donc soit c'est qu'ils n'ont pas des vrais problèmes, soit qu'ils sont obligés de s'inventer des faux problèmes pour éviter d'assumer leurs vrais problèmes. Et je crois que la deuxième raison, elle est quand même plus répandue. Alors je te dis, quand il fait nuit, ouais, la nuit c'est quoi la nuit? Quand tu as les yeux ouverts, quand il fait clair, tes yeux ils partent. Mais quand il fait noir, tu peux te faire attirer par ce qu'il y a autour de toi. Mais le vrai noir, ça veut dire, genre tu vas à la campagne, à 20 km du premier village, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas la lune, il n'y a rien. Vous savez, quand tu es vraiment dans l'obscurité, parce que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, on est tellement habitué à vivre en ville, tu auras un lampadaire, mais va à la campagne, un soir d'hiver couvert, il n'y a même pas les étoiles, tu sors, tu ne vois même pas à 1 mètre, et ta voiture, elle tombe en panne, et la batterie, elle meurt, tu n'as même pas les phares, il ne te reste plus que ton portable. Et tu arrives à éclairer à 20 cm. Tu dis, mais il fait vraiment noir. Eh bien, bizarrement, quand ton esprit ne peut pas aller vers ce que tu vois, il peut aller vers ton intériorité. C'est pour ça que la nuit, c'est le moment de l'introspection. C'est le moment de l'inspiration. C'est pour ça que quand tu as besoin de réfléchir, souvent, tu fermes les yeux.
Ou alors tu te mets devant un espace vide. Tu es en haut d'une montagne ou devant la mer et tu regardes l'horizon. Et il n'y a rien. Il y a l'eau, la ligne d'horizon et le ciel. Presque la même couleur. Et en fin de compte, tu vas laisser ton esprit partir dans ce vide. Mais tu peux faire la même chose dans ton lit. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, et si tu t'endors pas, tu réfléchis. Et dans cet espace de vide, elle vient l'inspiration. Elle vient l'introspection. On dit en français, il faut faire le vide autour de vous. Ouais, on dit il faut vous recentrer. Il faut reprendre la valeur des choses. Il faut retrouver le sens de l'essentialité. C'est pour ça que la maladie, par exemple, le Alenu Simsilenu, ça redonne le sens de l'essentialité. Parce que les gens disent, ouais, le fric, la réussite, l'accord, les conquêtes, l'ambiance, les trucs, les copains, la teuf, Mais quand la personne, elle est malade, c'est que c'est rare que les gens ils tombent malades tous en même temps. Ouais, quand quelqu'un il a un cancer, il ne peut pas dire à ses copains, 10% chacun. Non, tu sais, au mieux que tu gardes tout, le bon Dieu il t'a donné, on ne veut pas t'enlever. Non, ça veut dire que le cancer, qui te renvoie à toi-même, parce que tu ne peux pas le partager. Même quelqu'un qui t'aime vraiment, il ne peut pas te l'enlever. Donc ça veut dire que tu es seul dans la maladie. Tu es seul dans la responsabilité. Tu as fait une grosse bêtise. Tu es seul. Ouais. Et bien tous les endroits où tu es seul, tu as rendez-vous avec toi-même et avec le bon Dieu. Maintenant, avant d'avoir rendez-vous avec le bon Dieu, tu as rendez-vous avec toi. Parce que puisqu'il n'y a plus le monde extérieur, tu reviens à l'intérieur, tu te rends compte toi, tu dis, oh, il s'agit de moi. Et après, tu te retournes et derrière toi, il y a le bon Dieu. Donc les gens malins, ils prolongent la droite. Les imbéciles, ils s'arrêtent au milieu. Ouais. Et les idiots, ils pensent que c'est la faute des autres. Donc même dans le noir, ils arrivent encore à transplanter leurs problèmes chez l'autre. Maintenant, Yaakov Avinu, il a institué la prière de Harvit. Traduction, ouais. Il a compris que la nuit, c'était fait pour avoir un type de relationnel différent avec le divin. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que la principale création de la nuit, c'est la principale objectif, utilisation de la nuit, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi ? Parce que comme la Torah, c'est l'essentialité, donc pour aller chercher l'essentialité, il faut un espace d'essentialité. Mais on ne peut pas avoir les yeux dans la superficialité et aller chercher l'essentialité. C'est pour ça que les gens qui sont bien chébrants, ils ont du mal à comprendre les choses profondes. Parce qu'ils sont tellement pris dans les flashs du kaléidoscope de la boîte de nuit de la vie. Quand tu leur dis, écoute Maurice, pose-toi, réfléchis un peu. Là, la fille avec qui tu dors, c'est pas ta femme. Mais attends, j'ai pris 2 grammes, là, j'ai pas ma tête, maintenant je kiffe ma race. Mais tu vas te réveiller. On souhaite que tu meurs d'une overdose, mais si tu meurs pas, tu vas te réveiller, tu vas dire, mais enfin, quittez, toi. Mais comment qui je suis ? Tu m'as filé 200 €. Et moi, je t'ai filé une maladie, qu'est-ce que tu veux encore ? Ouais. Mais tu dis, mais je suis marié, mais j'ai 4 enfants, mais t'es fou. Et ça, c'est mon sac, il y a mes feelings dedans. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi ? Je dis, je sais pas, t'es venu, tu m'as dit combien ça coûte, je t'ai donné. Après, tu me dis, t'as pas un peu de l'humour, je t'ai donné. Maintenant que tu te réveilles, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire qu'on va tous se réveiller à un moment. Je sais pas si vous me suivez. Le film, il se termine. La dose, elle se termine. L'antidépresseur, il s'arrête. Le bêta-bloquant, il s'arrête. Et hop, tu reviens. En français, ils disent, j'ai enfin retrouvé mes esprits. Moi, je croyais pas que ça se perdait comme les clés, comme les... Il y a des gens, ils perdent leur voiture. Ça, tous les jours, ça arrive. Hein. Il ne sait plus où il s'est garé, le mec. Bon, au début, tu rigoles, mais quand ça prend une demi-heure, que c'est la nuit, tu es dans un quartier chaud, et que tu es une jeune fille, tu dis, attends, mais je fais comment, là ? Je rentre dans un bar, ils vont me découper en morceaux. Tu as vu ? Et ça, c'est juste ta voiture. Imagine, tu as perdu ta vie. Comment tu vas faire pour la retrouver ? Ben, quand tu as perdu des esprits, c'est pareil. Écoutez, j'ai perdu l'esprit. Écoutez, là, j'ai vraiment perdu l'esprit. J'ai vraiment perdu l'esprit, vraiment. Et après, j'ai retrouvé l'esprit. J'ai retrouvé mon esprit. C'est bizarre, ces langages-là. Yaakov Avinu, ouais. La nuit, il a compris que la nuit, c'était un endroit pour rencontrer l'esprit.
pour se rencontrer soi-même. Mais ça, c'est l'aspect psychologique de la chose. Mais d'un autre côté, l'aspect spirituel de la chose, c'est aussi que la nuit, malheureusement, c'est la galoute. Vous savez, les Bnei Israël, ils étaient en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, mais quelle lumière, quelle pureté, quelle sainteté, avec le Kohen Gadol, avec Shlomo HaMelech, avec le respect de toutes les nations. Et après, le temple a été détruit, parce que comment ils sont les Bnei Israël? Quand ils sont à l'aise, ils baissent la tête, ils oublient que bon Dieu, ils existent. Alors ils perdent la bracha, après ils se tournent vers des idoles, après ils se tournent vers la matérialité, et après ils partent dans le délire. Et comme ils n'ont plus le mérite d'avoir la terre, donc ils sont renvoyés de la terre, et quand ils sont renvoyés de la terre, ils n'ont plus le temple. Et quand il n'y a plus le temple, il n'y a plus le lien de jonction avec le Hachem. Comment ça s'appelle? La galoute. Et comment ça s'appelle? L'obscurité. Ça va? Maintenant, cette obscurité-là, elle dure, ça fait plus de 2000 ans qu'elle dure. Maintenant, combien de temps il est resté Yaakov Avinu chez Lavan? 22 ans. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça fait presque 1 an pour un siècle. Maintenant, Avram Avinu, c'était un homme qui étudiait la Torah. Il était Kol Kulo Kodesh. Ouais. Il fallait qu'il parte vivre chez Lavan, un gars qui n'avait aucun humour, mais qui s'appelait Lavan. Je crois que c'était pas le seul. Ouais. Donc, c'est pas grave. Ça aurait pu être pire. Ouais. Et ça va? Et que là-bas, il a souffert. Il a travaillé comme un chien. On l'a optimisé. On l'a usé. Il a eu ses enfants. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a vu, comme ça aussi, ce matin, j'ai lisé le Kedushat Levi. Il a vu Avraham Avinu que les Bnei Israël allaient traverser la galoute. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en galoute pour préparer les Bnei Israël pour qu'ils puissent traverser la galoute. D'accord? Après, quand il est revenu, il s'est confronté avec Esav. Pour que les Bnei Israël, pendant la galoute, ils puissent se confronter avec Esav. De là, son fils, qui était Yosef, c'est lui qui a accompagné les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte, qui était la galoute dans la galoute. Et ensuite, il a fallu les accompagner dans le désert. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, les Havot, Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est pour accompagner les Bnei Israël pour toute la démarche. C'est-à-dire que si tu prends toute la démarche, depuis la création du peuple d'Israël jusqu'à la fin du Mashiach, ouais, et ben c'est de Avram Avinu jusqu'à la fin de Yaakov. Et comme Yaakov l'omet parce qu'il a des descendants, donc tant qu'il y a des Bnei Israël, c'est-à-dire que Yaakov va être encore vivant. Et comme on est à la fin des temps, et que la fin des temps, on est très très éloigné de la source de la lumière, parce que le Chazonish, il dit que le Matan Torah, c'était comme le lampadaire. Et quand tu t'éloignes du lampadaire, la lumière, elle faiblit. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à comprendre la Torah. C'est pour ça que de plus en plus de matérialité, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'incohérences, même dans le peuple juif, même dans le monde religieux, parce qu'on s'éloigne du lampadaire. Et on arrive, où ça, à Ekveta de Meshicha, c'est-à-dire au talon du Mashiach. Et Ekev, c'est le talon. Et Yaakov, c'est Yud Ekev. Et Yud, c'est la Chorma, et Ekev, c'est le talon. Donc pour Avram Avinu, ça voulait dire, pour Yaakov Avinu, ça voulait dire qu'il était rempli de sagesse jusqu'au talon. Mais quand vous allongez quelqu'un, la partie la plus haute de la personne, c'est la tête. Et la partie la plus basse, c'est le talon. Donc quand vous allongez Yaakov Avinu, à l'époque la plus forte, c'était de son vivant. Mais aujourd'hui, c'est la partie la plus faible. Et nous, on vit dans cette partie-là. Et dans cette partie-là, oui, on a besoin de la lumière de Yaakov Avinu. Mais dans cette lumière-là, c'est quoi? C'est la prière qu'il a fait pour sauvegarder les dernières générations de nous, les Baalei Teshuvah, que malgré qu'on vit au milieu de Esav et qu'on n'a pas le Beth Amikdash, comme il nous reste l'étude de la Torah et la prière, donc on peut se préserver de l'obscurité totale. Ce qu'on appelle la télévision. D'accord. Donc, quand quelqu'un il fait ce travail-là, d'aller chercher la spiritualité
dans le monde de l'obscurité, en vérité, c'est par le mérite de Yaakov Avinu. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, sur le pasuk, les Hagid Baboker Chazdecha, Ve'emunatecha Balelot, pour dire ta bonté, tes bontés dans le matin, et pour dire Ve'emunatecha et ta croyance dans la nuit. La logique, c'est simple. Le matin, c'est pas quand le jour se lève. Et la nuit, c'est pas quand le soleil se couche. Non, le matin, c'est quand tout va bien dans ta vie. Quand tout va bien dans ta vie, que tout est clair. La famille, elle est bien, la parnassa, elle est bien, la Torah, elle est bien, tout est clair. Il faut dire merci. Les Hagid Baboker, Chazdecha. Par contre, quand tu comprends plus rien, tu sais pas comment t'en sortir avec cette femme, avec ce mari, que tu es perdu avec cet enfant parce qu'il est renvoyé de toutes les écoles, parce que tu as découvert de la marijuana dans son sac alors qu'il est dans la meilleure yeshiva d'Yerushalayim, ouais, que tu deviens fou, ça s'appelle Laïla, ça. Ouais. Maintenant, la Torah, elle t'a donné la clé. Quand ça va bien, tu dis merci. Quand ça va pas, Emouna. Ça va? Emouna techa balelot. Or, je rappelle que la Emouna, c'est la croyance. La croyance, c'est quoi? C'est l'espace, c'est le lieu, c'est le makom que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Ça veut dire que celui qui ne croit pas à l'avenir n'a pas d'avenir. Celui qui ne croit pas à son couple n'a pas de couple. Celui qui ne croit pas à ses enfants n'a pas d'enfants. Celui qui ne croit pas à son produit ne pourra pas vendre le produit. Celui qui ne croit pas en lui ne pourra pas s'imposer dans la réalité. Et celui qui ne croit pas en Dieu, Dieu ne peut pas intervenir dans sa vie. Même s'il est fils du grand rabbin. Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire que la dimension du makom, qui est la plus, entre guillemets, indispensable, c'est la Emouna. Pour ça qu'à la fin des temps, ouais, on dit que tous les grands rabbins ils vont mourir, il va rester que des petits jeunes, et chacun il va dire qu'il détient la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très à la mode, des gens qui n'ont pas du tout étudié dans les yeshivot, mais qui ont fait de la force de vente, ou ils donnent des cours. Ils lisent 3 midrash raconte et ils donnent un cours. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que même quand tu as beaucoup étudié la Torah, c'est pas évident de ne pas dire des bêtises. Mais alors quand tu n'as pas étudié la Torah, c'est pas évident de dire quelque chose de vrai. Maintenant, étant donné que les clients eux-mêmes, ils n'ont pas les oreilles pour entendre, et que des fois l'enfiance, ça leur suffit, ils n'ont pas besoin du contenu. Donc je sais ce que vous allez me dire. On a le public qu'on mérite. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'on a le Rav qu'on mérite. C'est ça la logique de la cohérence. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter le niveau du discours pour augmenter le niveau du public. Maintenant, quand le niveau du public il augmente, il va exiger plus du Rav. Donc le Rav il est obligé d'augmenter le niveau. Mais si le Rav, lui, baisse le niveau, soi-disant pour se mettre au niveau du public, ben le niveau du public, il va baisser encore plus. Du coup, le Rav, il va descendre de plus en plus. C'est pour ça qu'on prend des principes qu'on apprend dans les yeshivot, qui ont été enseignés à Poniovitch, et qui ont été enseignés par Raphaël Shmolevitz, et des choses qui ont été enseignées par Rabbi Aaron Kotler, des noms que vous n'avez jamais entendus, qu'il faut avoir étudié longtemps pour les connaître, et on vous les donne. Maintenant, d'un côté, c'est un peu malfaisant, parce qu'on va vous donner des principes qui ne sont pas adaptés à vous, par rapport à votre culture et par rapport à votre vécu quotidien. Mais d'un autre côté, vous êtes des béné Israël, non? Donc au Arsinaï, il y avait des érudits, il y avait des moins érudits. Maintenant, votre soif d'apprendre, elle est plus importante que votre niveau de connaissance. Donc si vous voulez apprendre, on doit vous donner quelque chose de haut niveau. C'est comme si on mettait un Sefer Torah qui n'est pas cachère sous prétexte que la majorité de la communauté n'est pas Shomer Shabbat. Tu dis au contraire, la communauté n'est pas Shomer Shabbat, on va leur mettre un très beau Sefer Torah, super cachère, à 63 000 $, que le Rav il s'est trempé, le Sofer il s'est trempé, à chaque nom d'Hachem il s'est trempé dans le mikvé. Tu dis mais ça sert à rien, les gars ils font même pas Shabbat. Justement, peut-être que par le mérite du Sefer Torah ils vont revenir à Shabbat. D'accord? Maintenant cette dimension là, c'est quoi?
c'est que la personne, elle doit garder et travailler sa émouna. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient que la émouna, c'est quelque chose d'évident. D'accord? Soit parce qu'ils ont grandi dans un milieu religieux, ou depuis qu'ils sont petits, on leur a dit Baruch Hashem, le Ma'an Hashem, Kiddush Hashem, Chiyul Hashem, les Ma'an Hashem, Baruch Hashem. Soit parce qu'ils ont grandi dans un milieu pas religieux, mais enfin, ou traditionnaliste, parce que grâce à Dieu, écoutez, il n'y a pas de raison. Ouais. Soit des gens qui ont vécu dans un milieu totalement cartésien, mais qui pensent que la pensée divine est une dimension utile pour la partie psychologique et sécuritaire qu'elle amène à la personne. Alors là, ça devient les paris de Pascal, parce que bon, bah, s'il existe Dieu, bah, tu auras le monde futur, et s'il n'existe pas, bon, tu seras bien conduit. Mais je rappelle, pour ceux qui ont un peu étudié la philosophie juive, que celui qui a parié sur le bon Dieu n'a pas pris le bon cheval. Bah oui, parce que la croyance, c'est pas à condition que ça existe. Si je crois, parce que je pense qu'il existe. Mais si je crois à condition qu'il existe, pourquoi il va exister pour toi? Il va pas exister pour toi. Vous me suivez ou non? C'est comme le gars, il va dire, moi j'ai trompé ma femme parce qu'elle m'a trompé. Mais quel rapport? Toi tu dois rester fidèle, même si l'autre est tordue. Donc en fait, tu étais bien content qu'elle t'a donné l'opportunité. La preuve, c'est que tu l'as poussé à. Après tu dis, mais je l'ai fait parce qu'elle l'a fait. Quel âge t'as dit? Rappelle-moi, 8 ans, 9 ans? Ah, 10 ans, 10 ans, tu les fais pas. Hein. Franchement, je te donne les mois. D'accord? Bah, c'est exactement pareil avec Hachem. Avec Hachem, je peux faire le gamin. Mais je ne dois pas m'étonner d'avoir une intervention divine de gamin. Avec ma femme, je peux faire le gamin. Et je ne dois pas m'étonner que la vie, elle se conduit avec moi comme avec un gamin. Avec mes enfants, je peux faire le gamin. Mais après, je ne dois pas m'étonner qu'ils ne me respectent pas, puisque je fais le gamin. Toute la vie, c'est ça. La vie, elle est juste le résultat du makom que j'ai créé pour mettre en place ce qui s'est réalisé. Donc si vous avez compris ça, ouais. Alors vous avez compris que quand c'est marqué que Avraham Avinu, Yaakov Avinu, il s'est endormi là-bas, ouais, et qu'il a dormi là-bas, et que qu'il a dormi, c'est marqué que toute la terre d'Israël, elle s'est contractée en dessous de son corps. D'ailleurs, c'est très intéressant que quand vous prenez la carte d'Israël du haut vers le bas, ouais, du haut là-bas vers Rosh Hanikra, jusqu'en bas jusqu'à Eilat, c'est serré et après ça va en s'élargissant. Comme si un gars il est allongé et qu'on lui a mis une couverture dessus. Et que la partie comme ça qui rentre dans la mer, ouais, c'est comme un peu les genoux. Vous me suivez ou... C'est que quand Hachem il lui a dit, toi tu vas dormir ici, et de la même manière qu'en t'allongeant, eh ben, c'était facile pour toi, la conquête de la terre, elle sera facile comme ça pour tes descendants. Parce que c'est très rare que quand tu es debout, il y a quelqu'un qui dit « Excusez-moi, vous êtes assis sur moi. » Non, tu dis « Moi, je suis à ma place. » Chacun, il est à sa place. Et bien, tes 4 amotes, tes 2 mètres là sur 2 mètres, ils sont acquis naturellement. Tu ne payes pas des droits pour avoir tes 2 mètres. Et bien, que la terre d'Israël, elle soit aussi facile à recevoir que c'est cet endroit où tu t'es allongé. Donc, ça veut dire que l'endroit où la personne, elle se concentre, l'endroit où sa personne, elle se recentre, l'endroit où la personne elle est, l'endroit où la personne elle est investie, c'est ça son endroit. Vous me suivez ou... Ça veut dire que quand la chose elle est acquise en toi de manière 100%, la réalisation elle est facile. Parce que le principal a été fait. Mais si tu n'as pas créé le makom à l'intérieur de toi, parce que tu n'as pas été dans ton obscurité, parle pas du côté obscur, tu n'as pas été dans ton intériorité, tu n'as pas été construire ta personnalité, tu n'as pas été construire on appelle ça en français, le portrait robot de ton intériorité. C'est beau, c'est moi qui l'ai inventé. C'est vrai que vous savez, quand vous allez à la police, alors, pouvez-vous nous décrire votre agresseur? Oui, t'es grand, oui, avec les cheveux courts, oui, une longue barbe, un grand nez. Oh, il me rappelle quelqu'un. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand vous arrivez à décrire le portrait robot, d'accord, donc on devrait tous être capables de faire la même chose avec soi-même. D'accord? C'est que moi, je dois dire, bon, je sais que j'ai un sale caractère, je sais que je suis têtu,
Je sais que j'investis dans les choses qui m'importent. Je sais que je suis très sensible. Je sais que j'ai un problème entre mon image et mon vécu. Ça, si tu n'es pas capable de le faire, ouais, à 25 ans, tu vas avoir un vrai problème. C'est qu'à 26 ans, tu ne vis pas ta vie. Oui, vous savez, c'est de l'introspection, c'est de l'analyse psychologique, ça demande une thérapie, ça demande un travail sur soi, ça demande... Mais tu n'as pas compris ce que je te dis. Je ne te parle pas d'un luxe, je ne te parle pas d'une ambiance, je ne te parle pas d'un folklore, je te parle que tu ne vas pas vivre ta vie. Parce que l'autre en face de toi, elle va s'adresser à la personne que tu es. Maintenant, quand toi, tu ne sais pas qui tu es, tu passes ta vie à t'engueuler avec des gens qui te reprochent d'être ce que tu es. Mais si toi, tu sais qui tu es, mais ça va beaucoup plus vite. Tu dis, hop, 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 hop. Je suis têtu, je vais travailler. Je suis un menteur, je vais travailler. Je suis une hystérique, je vais travailler. Ouais. Mais si toi tu dis, je suis hystérique moi, mais pas du tout, c'est parce que tu m'énerves. Ah d'accord, donc tu légitimises, on est mort. Donc Hitler aussi, le pauvre, on l'a connu que pendant la guerre. Comme ça il disait Coluche. C'est vrai, ouais. Donc ça veut dire que tu peux tout légitimer, tu peux tout intellectualiser. Tu peux même intellectualiser ton Yetzerara. C'est que tu n'as pas fait un adultère, tu as rendu heureuse une femme mariée frustrée. On peut tout cachériser. Si on trouvait le tampon pour mettre sur la tête du porc, ça ferait un porc cachère. Tu mets pas aussi du cochon. Ben écoute, il suffit d'être un peu artiste. D'ailleurs, on le dit, c'est ni de l'art, ni du cochon. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que toi, tu peux, et ça, tu dois le faire. Tu dois créer ce makom. Donc vous avez compris que Yaakov Avinu, il n'a pas créé la notion du makom, mais il a rendu perceptible à l'homme. Donc nous, à chaque fois qu'on fait Arvit, ouais, on doit se mettre dans cette situation de comment je vais aborder l'avenir, qui est inconnu, comment je vais aider mes enfants à rentrer dans la vie adulte, qui est difficile, comment je vais aborder le temps du Mashiach, qui est un temps de grande obscurité. Pourquoi? Parce qu'on dit que malheureusement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le constater, mais souvent, et c'est prouvé statistiquement, le jour se lève au bout de la nuit. Ah ouais, je sais. Non, je sais ce que vous allez dire. Ça y est, il est parti, là, il est... Non, non, non. J'ai arrêté de partir quand j'avais 8 ans. Donc je vous explique. À 6 heures, il fait jour. À 6h30, il fait nuit. D'accord? À 7 heures, il fait plus nuit qu'à 6 heures. À minuit, il fait plus nuit qu'à 7 heures. À 4 heures du matin, il fait très très nuit, puisque ça va en s'obscurcissant. Oui? Et à 6h15, il fait nuit, et à 6h25, il fait jour. Normalement, du noir, ben, ça ne devient pas du blanc. Vous prenez par exemple de la gouache. Ouais, c'est très bizarre. Vous mettez du rouge, du marron, du jaune, du bleu, du vert. C'est-à-dire les différents pôles de déstabilisation de ta vie. Ton travail, ton mari, ta famille, ta belle-mère. Bon. C'est des couleurs différentes. Chaque problème, il a une couleur différente. Mais quand tu mélanges les peintures, ça fait du noir. Ça va? Mais quand tu fais tourner très vite sur un plateau, ça fait du blanc. Très compliqué la couleur. Bah, regardez un arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs, non? Tu dis, maintenant, mais le ciel, il n'a pas toutes les couleurs. Eh ben, dis donc. Heureusement que tu n'as pas bu. Ouais. Donc vous avez compris qu'en fait, le blanc, c'est la couleur qui contient toutes les couleurs, mais en vision positive. Et le noir, c'est la couleur qui contient et qui absorbe toutes les couleurs, mais dans la dimension négative. Donc toi, tu décides juste d'avoir une vision éclairée de ta vie, ou une vision obscure. Il va faire noir et froid. C'est facile, d'accord? Et bien vraiment, il a dit, à Yaakov Avinu, il a dit, il va faire froid, il va faire noir. Ça va durer des siècles et des siècles. Donc c'est seulement d'un Arvit à l'autre que vous allez comprendre que de la même manière qu'on a le droit de faire la prière de Arvit jusqu'au matin, ça veut dire que on doit attendre la Géoula jusqu'à la fin de la nuit. Non, je ne sais pas combien de temps elle va durer. La galoute. Oui, mais en tout cas, on sait que la galoute, elle se termine avec la Géoula.
Comme l'accouchement, Baruch Hashem, il se termine avec la naissance. Comme la crise d'adolescence, elle se termine avec une belle choupa d'un tzaddik et d'une tzadékette. D'accord? Comme le procès, il se termine avec une solution, ou 15 ans de prison, ou un non-lieu. Mais on sait qu'à un moment ou un autre, il va y avoir une Géoula. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu te concentres sur la lumière qui va venir à la sortie du tunnel, soit tu te concentres sur la durée du tunnel qui te fatigue et qui t'épuise, et tu baisses les bras. Comme si l'option baisser les bras pouvait améliorer les choses. Ça n'améliore rien. D'accord? Donc on souhaite, bien Hachem, qu'on soit capable de jamais baisser les bras et de traverser cette galoute pour accueillir Mashiach. Chazak Obaroh. Alors on rappelle que le cours est dédié pour tous les malades d'Israël. Maintenant, on m'a demandé de mentionner une jeune femme qui a une très grave maladie, mais qu'Hachem va l'aider. Elle s'appelle Chaya Bat Miriam. Et aussi le Rav Chaim Tzvi Ben Sarah. Et Shmuel Eliyahu Ben Suzanne Sarah. Et aussi